Bonjour à tous, c'est Stéphane de SpikeSéduction.com. La personne que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est presque aussi barbu que moi, c'est une coïncidence, on ne s'est pas mis d'accord pour se laisser pousser la barbe en même temps, s'appelle Frédéric Delavier. Ceux d'entre vous qui ont la meilleure mémoire se souviennent de lui parce que dans ma dernière vidéo, que vous avez été très nombreux à liker et également aussi nombreux à disliker, je crois qu'on en reparle d'ailleurs de ça. Je lui avais fait une petite dédicace parce qu'il a un tic vocal qui me fait sourire. C'est que quand il commence une vidéo, il dit aujourd'hui dans cette petite vidéo. Et c'est moi. Et donc voilà, aujourd'hui dans ma petite vidéo, j'ai l'auteur des petites vidéos, Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de traction, on ne parle pas de musculation, on ne parle pas de compléments alimentaires, enfin en tout cas pas dans mon plan à moi. Par contre, on va parler de femmes, on va parler de séduction. J'ai envie de lui parler de physique et de beauté, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la mode, qu'est-ce qui la défait, qu'est-ce qui fait la tendance, qu'est-ce qui fait que le maquillage, l'apprêtement, on sent qu'il y a une espèce de conduit unique dans laquelle toutes les femmes se glissent en ce moment, comme si la beauté avait une espèce de définition unique. J'ai envie d'avoir son avis là-dessus. Vous aurez également le mien. Le but est qu'on débatte un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire l'intervieweur neutre, peureux et effacé qui s'écrase devant son invité. Même si, au niveau biscotto, à la fin, je vais être obligé de m'écraser. Mais en tout cas, je vais quand même essayer de tenir le plus longtemps possible. Je suis pas le genre à écraser les gens. On va parler de femmes disponibles et d'hommes disponibles, parce que si vous me suivez, vous avez lu, vu et entendu chez moi que il y a quelque chose qui m'agace et qui m'irrite beaucoup en ce moment. C'est une espèce de double discours entre une réalité statistique où on est censé avoir plus de femmes disponibles que d'hommes, et ce que je vois tous les jours dans la réalité, où je vois des hommes désespérés, affamés et morts de faim, qui harcèlent des filles qui sont débordées de propositions et qui ont donc le choix, et qui donc finissent par se comporter comme des princesses. C'est qu'il y a un problème français, je signale. On ne retrouve pas partout. On va également parler d'échange sexe contre argent. On va parler de logique féminine. Vous savez que en tout cas, je pense que vous êtes au courant que les femmes ne pensent pas tout à fait comme nous. C'est ce que je vous explique depuis 8 ans en séminaire. Donc j'ai mon explication. On va essayer de demander à Frédéric si au niveau des singes et des singettes, il y avait déjà quelque chose qui faisait que leur cerveau ne fonctionne pas pareil. Et encore une fois, ni mieux ni moins bien, je ne juge pas. Non, on va dire de nos ancêtres. Ancêtres. On n'est pas des singes, parce que les gens, les évolutionnistes, les créationnistes me font chier en disant oui, l'homme c'est l'homme et on n'est jamais descendu du singe. Je dis oui, l'homme c'est l'homme. On descend pas du singe, mais on a des ancêtres communs avec les singes. C'est ça, avec surtout les grands primates africains, tu vois. Et on parlera encore une fois, si il nous reste un petit peu de temps et si on ne s'est pas encore battu avant, de homosexualité, hétérosexualité. On entend énormément de choses, donc forcément beaucoup de conneries sur le fait que chez les animaux, il y aurait plein d'homos partout, etc. Que finalement ce découpage serait purement humain et qu'il n'existerait pas à l'état de nature. J'ai envie d'avoir un petit peu son avis là-dessus. Ça sera la partie un peu plus provoque du débat. Donc, entre le physique, entre les femmes et les hommes dispo, pas dispo, entre l'échange sexe-argent, entre la logique des femmes et entre l'homosexualité, tu préfères commencer par quoi ? Vas-y, on va commencer par le début de ta liste. Alors, le début de ma liste, donc, tu t'es déjà exprimé à plusieurs reprises, mais tu vas faire un petit résumé, si tu veux bien, sur les critères d'attraction, évidemment, féminins, qui vont être physique, physique. Entre autres physique, et après on va embrayer sur, d'accord, il y a ces généralités, mise en avant des hanches pour l'enfantement, etc. Ouais. Mais il y a quand même des modes, il y a quand même des choses qui fait qu'une une sublime actrice des années 30, tu l'as mis aujourd'hui dans la rue, les gens rigolent, tu vois, y a... Ça dépend où, aux États-Unis, pas forcément. Le culte du gros sein, les anglo-saxons l'ont encore. Tu vas en Allemagne, par exemple, c'est pas du tout le même type de femme que les hommes aiment. En Allemagne du Nord, par exemple, moi je connais l'Allemagne du Nord, tu vois que d'un peuple à l'autre, ça varie. Prends ton micro comme un grand. D'un peuple à l'autre, ça... équipé pour le tenir. Voilà, d'un peuple à l'autre, ça varie. Tu vois, en Allemagne du Nord, les filles ont de beaux visages, tout ça. Les hommes, ils aiment les grosses fesses, gros seins. Tu vois, c'est très très particulier. C'est en Europe, c'est en France, par exemple, où il y a une espèce de culte de la grande maigre, style gravure de mode, tu vois, actuellement, comment ça s'appelle, elle, tout ça, la grande, toute fine. Aux États-Unis, tu vois que ça change aussi. On aime bien la nana avec les seins silicone, un peu vulgaire, blonde, rouge à lèvres, et excessif. D'un pays à l'autre, ça change. Et quand tu passes, par exemple,
En Hongrie, la Hongrie fonctionne un peu au niveau du style sur le modèle américain. Tu vois, c'est les filles mini-jupes, rouge à lèvres, talons aiguilles. Et puis en France, c'est plutôt le côté un peu vaguement grunge, très fine, mais avec des habits de marque un peu. Avec les marques un peu petites, mais de préférence chères pour montrer son rang et son appartenance à un niveau social. Bon, ce que les pauvres reprennent en douce pour faire croire qu'ils appartiennent à un bon niveau. Alors, ça commence mal, je suis en partie pas d'accord. L'impression que j'ai eue au cours de ces dernières années où j'ai beaucoup voyagé, c'est qu'à chaque fois que je pousse la porte d'une boîte de nuit, parce que c'est quand même là qu'il y a les plus jolies filles, faut pas se mentir, quel que soit le pays dans lequel je me trouve, quand je pousse la porte d'une boîte de nuit, j'ai l'impression de voir un tas de nanas déguisées en demi-putes, c'est-à-dire avec toutes les faux cils, les faux seins, les faux ongles, les pommettes, le nez refait, la couche de maquillage totalement opaque qui gomme toute expression, les cheveux rallongés à coût de centaines de dollars, et la taille marquée, évidemment. Et l'explication à l'origine de cela, en tout cas, avec ma petite casquette de sociologue, quand je vais sur Internet trouver je cherchais à la recherche d'une thèse, la thèse en vogue en ce moment, c'est que ça serait le porno. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'influence des goûts masculins en matière d'actrices porno qui, indirectement, ferait que dans la grande diversité de filles, qui ont parfois des peaux fines, des peaux épaisses, des peaux bronzées, des peaux claires, etc., et ben, au final, dans les endroits de séduction, on va dire, les plus crus que sont les boîtes de nuit où on est là pour se plaire et échanger des ressources disponibles, au final, tout le monde ressemble à une demi-pute américaine siliconée. Alors, quel est ton avis là-dessus ? Après, il y a plus ou moins grasses. Tu as vu, je t'ai dit, en Allemagne, elles sont plus grosses, avec des culs plus gros. Il y a des critères, par exemple, il y a des critères qui sont typiquement féminins, qui sont conservés partout. C'est-à-dire la taille fine et la hanche marquée. Ça, c'est l'homme est attiré par la taille fine et la hanche marquée. C'est le problème des transsexuels qui, eux, prennent des hormones, essayent de ressembler à des femmes, mais ils ont tout le temps une structure osseuse d'homme, c'est-à-dire un bassin qui monte haut, une cage thoracique assez large et pas de hanche marquée. Et ça, les femmes, inconsciemment, le savent. Tu vois, alors, le rouge à lèvres, comme on dit tout le temps, toutes les nanas mettent du rouge à lèvres. Pourquoi le rouge à lèvres ? Parce que quand on est... Jeunesse. Voilà, la jeunesse, quand on est jeune, on est plein d'hormones, une femelle, hein, plein d'hormones femelles, et on a les muqueuses bien rouges, c'est-à-dire que c'est pour montrer qu'on est fertile. Inconsciemment, l'homme ressent la femme avec la lèvre pulpeuse, c'est le... Zut, avec du gloss. Non, mais c'est pas grave, on laisse comme ça. Je suis parti. Avec okay. Voilà. Vas-y. Donc, Benjamin ayant reçu un colis Amazon, vous avez donc entendu une petite interruption. Voilà, donc après notre pause technique et notre colis Amazon, qui est en bon état. Ok. Donc on reprend au rouge à lèvres et à la qualité des cheveux. Oui, alors le rouge à lèvres, les femmes, comme tu me disais, là, tu vois partout dans les... On a discuté un peu entre la coupure. Ouais, partout, une petite demi-heure. Voilà, partout dans les discos, tu vois des filles les rouges à lèvres, tu vois des filles qui s'habillent, qui mettent en avant leur caractère sexuel secondaire, tu vois. Et alors effectivement, le rouge à lèvres, c'est pour paraître fertile tout le temps, tu vois. Donc c'est-à-dire on a un taux d'hormones femelles élevé, donc on a les lèvres pulpeuses avec le gloss, tout ça, tu vois, quand on est jeune. Et alors quand on commence à le perdre, on met du gloss, on met du rouge à lèvres. Les vieilles, comme l'actrice Béard qui s'était fait gonfler les lèvres bêtement parce qu'elle était jolie. Et elle se met ça pour qu'elle continue à gagner sa vie, pour paraître jeune. Elle l'a loupé, son opération. Donc, paraître fertile, donc être encore attirante, tu vois. Donc, les hommes sont attirés par ça. Un peu comme les chimpanzés qui sont attirés par les femelles qui ont le cul rouge. Donc, les muqueuses autour des zones sexuelles gonflent, tu vois. Et ça montre que la femelle est fertile. Sur le principe, je suis entièrement d'accord. Mais alors, comment ça se fait que quand tu ouvres un magazine de mode ou un Lui ou un Elle ou je sais pas quoi qui date à peine de 30 ou 40 ans, c'est pas les mêmes physiques, c'est pas les mêmes beautés, c'est pas les mêmes visages. Alors, c'est pas les mêmes... C'est quand même les mêmes visages, simplement les nanas étaient un peu plus grosses. Elles étaient moins filiformes, tu vois, parce qu'à l'époque, être gros, ça voulait dire qu'on avait de quoi manger. Maintenant, être gros, ça veut dire qu'on mange de la bouffe de merde et qu'on est pauvre, tu vois. Donc c'est pour ça que maintenant, avant le riche, il était un peu... il montrait qu'il avait de bons points, même la femme, elle était bien. Maintenant, le riche, il fait attention à son corps, il a accès à une bonne nourriture et il éjecte et il fait du sport et il mange bio, tu vois. Donc on est dans un... Il mange bio, il perd ses feuilles. Il perd ses feuilles. Comme ça, on voit que c'est en Donc direct. on est dans un autre domaine, c'est-à-dire que avant,
Tu vois, moi, je regardais des affiches en Hongrie, des affiches qui montraient le riche, le pauvre alcoolique. Alors, le riche, il était un peu gros. Sa femme, elle était un peu bien en chair. Tu vois, les physiques des années 1900, tu vois. Alors, tu vois, la taille marquée au corset, mais quand même le gros popotin avec du gras sur le gros popotin, montrant qu'on avait quand même un accès à la calorie. Donc toi, t'es pas pour cette thèse qu'on peut trouver aujourd'hui en cherchant un petit peu, qui dit que c'est la pop culture et notamment le porno qui fait la mode. Et Si, que... ça fait aussi la mode, mais le porno, ça fait la mode qu'en accentuant d'une façon outrancière les caractères sexuels secondaires. Donc, des gros seins silicone, tu vois, montrant qu'on est une génitrice, des lèvres complètement refaites, tu vois, montrant qu'on est encore fertile à fond, tu vois. Et par exemple, cette mode du bronzage, ce fait que d'être pâle, c'est aujourd'hui, Bah, c'est redevenu dévalorisé. Bah, c'est simple. T'es pas fertile quand t'es Bah, bronzé. tu connais l'histoire. Avant, les riches, ils laissaient travailler les pauvres aux champs. Donc, c'était le pauvre qui était bronzé. Et le riche, lui, il était dans le château et il gérait. Tu vois, il a des faux combats. Ça y est bien longtemps. Donc, maintenant, ça a changé. Tu vois, c'est le riche qui montre que lui, il travaille pas, il est en vacances, donc il bronze. On a inversé les. Toi, c'est inconsciemment j'émets le signal que je rentre de vacances et que je vais repartir. Non, j'émets le signal que j'ai assez de calories pour partir en vacances et que je suis pas tout le temps en ville. Pendant que toi, tu bosses. Pendant que toi, tu bosses pour moi. Tu vas faire croire que je suis un mâle dominant ou une femelle en pleine santé qui n'est pas une pauvre petite employée tertiaire, secrétaire. Tu vois. Alors, en parlant de physique, j'ai une anecdote perso. Mais les caractères sexuels secondaires sont toujours marqués. Que tu sois en 1900, que tu sois dans les années 50, tu te retrouves tout le temps avec la taille marquée, tu vois, montrant le bassin féminin, donc bassin féminin assez large pour pouvoir évacuer un bébé, tu vois, taille marquée, petite cage thoracique, pas forcément large parce que ça sera un signe de masculinité, donc tu ne peux pas faire bien des bébés, tu vois. Les fesses cambrées en arrière et un peu de gras quand même, la fesse un peu rebondie, tu vois, la fesse musclée et fibreuse, c'est pas pour les femmes. On aime bien quand l'homme aime bien quand il peut toucher, c'est normal. C'est pas du tout ce que tu veux dire. Voilà, c'est pour nourrir bébé à la base, hein, tu vois. C'est ça. Le petit ventre, quand il pas trop gras, mais la fesse bombée. Tous les hommes aiment la fesse bombée avec une petite couche dessus. C'est normal. J'écoutais les pygmées qui parlaient de ça. Ils disaient, oh, qu'est-ce que c'est bien les femmes quand on est en période du miel, ils disaient, parce qu'elles ont leurs fesses bien bombées. C'est-à-dire qu'elles stockent bien pour bébé. Tu vois, c'est vraiment nous, on est encore là-dessus. Dire que ça change effectivement l'histoire du gras, l'histoire de la taille, tout ça, mais on est encore sur les caractères secondaires sexuels qu'il faut absolument marquer. Donc les cheveux, montrer la qualité des cheveux, hein, tu vois, le mode des cheveux très courts, c'est occasionnel, parce qu'il y a une star qui le fait, donc tout le monde veut copier par mimétisme, mais en général, on préfère les femmes aux cheveux longs et soyeux, plutôt. Sauf moi. Sauf toi. Mais oui, mais après, c'est sauf toi. Mais en général, c'est plutôt le beau cheveux long, soyeux. Il a raison. Preuve de jeunesse, on est plein d'estrogène. Comme je disais, t'as vu mes cheveux, hein, t'as vu les miens, t'as vu les tiens. Donc on vieillit. Moi, je commence à vieillir. Je deviens un peu un dos argenté. Donc bon, c'est un côté c'est attirant. vrai, il fait plus vieux en vrai en fait qu'en vidéo. Mais non, c'est pas ça. Alors là, j'explique encore. Si tu veux, c'est parce que moi, je suis C'est pour ça que tu l'as fait dans l'obscurité sur Skype. Non, moi, je suis un Européen avec les yeux à l'intérieur et avec les yeux à l'intérieur, c'est quoi ça c'est-à-dire que moi, j'en ai un de chaque côté. Non, mais les yeux bien les yeux dans les orbites, tu vois, en général. Donc les ombres me marquent énormément, tu vois. Okay. Tu vois, le brun, tu vois, le Poutine ou les femmes russes, tu vois, elles prennent très bien la lumière parce qu'en général, elles ont un visage tout lisse un peu plat. Un peu plat, donc ça passe très bien à la caméra. Tu vois, dès que tu as une mauvaise lumière, tu fais tout anguleux ou avec les yeux dans les yeux, c'est pas super. Ça dépend des choses. C'est les actrices, il y avait une actrice, celle qui faisait American Housewives, c'est ça, qui disait, mais quel est votre secret? C'était une brune, typique. La meuf à Tony Parker. Je me souviens pas, ouais, peut-être typique. Longoria. Ouais, je pense que c'est typique européenne. Et quel est votre secret pour paraître si jeune? Elle disait, c'est simple. La coke. Non. Lumière de face. C'est lumière de face pour enlever toutes les rides et toutes les. Alors on s'y prend mal, faudrait être comme ça alors là. Bon, non, mais c'est pas grave. Moi, quand j'ai une lumière de face, tu t'aperçois que je suis pas ridé, tu vois, pas tellement ridé. Non, en fait j'ai menti, il est pas ridé du tout, il a une peau de bébé. Non. Mais après, ça dépend des gens.
Donc on en était. Alors, on a fini sur cette partie-là, qui était un petit rappel historique. C'est pour ça que les Russes passent bien à la mode. Elles ont été prises à la mode. Quand tu les démaquilles, toi qui étais dragueur, tu t'aperçois qu'elles ont. Oula, non. Ça se discute. Non, mais souvent, qu'elles ont un visage très insipide. Mais les Pas Russes, qu'un visage d'ailleurs. elles ont un visage souvent très insipide, mais assez harmonieux parce qu'il est couvert de gras pour l'hiver. Tu vois, dans les Nivea, tout ça qui vend là-bas, savent très bien que la qualité des produits Je vais varie. écrire un mail à mon ex russe en lui disant en fait j'ai trouvé ce qui clochait avec toi, c'est que t'as un visage harmonieux mais couvert de gras. Légèrement couvert de gras pour l'hiver, donc avec les yeux un peu sortis, protégés du froid, tu vois. Pas sortis, ils sont pas rentrés dans les orbites, pas pour tous, hein, pour certains, je dis une majorité style la belle sibérienne. Donc en général, ces filles-là, quand elles sont pas maquillées, elles ont en général le cheveu un peu blond terne, blond châtain. Donc elles passent très très inaperçues quand elles sont pas maquillées, mais elles ont une harmonie de visage qui est due justement à ce côté lisse qui les fait paraître très jeunes assez longtemps, avant de faire. Puis à un moment, il y a l'année où ça fait mama. Voilà, où ça fait mama. Donc elles savent très bien, la russe, comment il faut la façon dont il faut être belle. Donc c'est je teins mes cheveux pour accentuer le contraste. C'est un truc de nana russe. Hein. Je me fais les sourcils parce que je n'en ai pas. Tu vois, donc je les accentue un peu. Je me mets un maquillage parce qu'elles ont des cils, pas comme une brune qui peut paraître très contrastée. Tu vois, on la voit de loin avec expressive. La russe, non. C'est pour ça que les Russes paraissent des fois inexpressives, les mecs. Donc je mets du noir sur les yeux. J'augmente un peu le noir sur les yeux et je rougis ma lèvre. Tu vois, parce qu'ils sont très pâles. Et là, poum, ça éclate. Ça éclate parce qu'elles ont un visage harmonieux. Mais et je tire la gueule toute la soirée et je laisse le mec faire tout le rendez-vous sans aucun signe d'intérêt, sans enthousiasme et sans joie. Mais ça, c'est la russe. Tu ne montres pas ce que tu es. Mais il y a le russe avant vodka et le russe après vodka. Tu vois, le russe montre, je t'avais dit, le russe ne montre pas ne montre pas qui il est vraiment, parce que c'est un pays où assez dur, c'est-à-dire où rien n'est sûr. Tu vois, les gens sont, et c'est pas comme en France, un pays de caste. Tu vois, comme je t'avais dit, quand tu es à l'école en Russie, tu montres pas réellement qui t'es. Si tu montres que tu es un faible, tu vas te faire péter la gueule par les mecs. Si tu montres que tu es trop fort, pareil. Et si tu montres que tu es trop fort, c'est-à-dire tu commences à être arrogant, tu vois un peu comme on voit un peu les politiques en France ou les mecs en boîte de nuit en France, les mecs ils te regardent discrètement et à la fin de la soirée, tu as une coalition de 4-5 mecs qui pourraient être un peu moins forts que toi, qui vont te défoncer la gueule pour que tu prennes pas leur place. Tu vois, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pour ça. Ou même sans les guillemets, je pense. Voilà, mais par contre, c'est un peuple qui sait s'unir quand il y a une grande cause et qui a un instinct du sacrifice, tu vois, qui est très très particulier. Mais bon, là, on fait de la... Bon, alors, on met de côté la géopolitique et on revient à une partie plus pragmatique, mais pas du tout, on t'excuse pas du tout, au contraire, c'était super intéressant. Oui, les morphotypes et surtout les types de beauté. Alors l'anecdote que je voulais vous raconter, je ne sais pas si Frédéric l'a vécu, je pense que non, en tout cas moi oui. J'ai l'impression que pour plaire, il faut que la personne ait déjà vu un de nos sosies. Alors vous allez me dire que c'est que cette connerie de sosie, je m'explique. La sensation que j'ai eue, et sans arriver à y mettre une exacte cause derrière, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que votre type de beauté à vous, donc le type de beauté à Frédéric, ou le mien si vous jugez que j'en ai une, il faut qu'il ait déjà été vu, il faut déjà qu'il ait été compris, il faut que vous correspondiez à un code, à un signal clair, il faut que vous ayez ce qu'on appelle en anglais une legacy, c'est-à-dire qu'il faut que vous incarniez le sportif, l'aventurier, le businessman, le machin, et que si vous êtes transgenre, ou si vous êtes d'un genre, d'une couleur, ou d'un morphotype, effectivement, que la personne n'a pas l'habitude de voir dans son pays, ou dans sa culture, elle ne sait pas quoi en penser, et vous pouvez avoir toutes les qualités objectives, vous ne serez pas immédiatement séduisant. Et l'anecdote dont je voulais vous parler, c'est tous les métis qui nous regardent, et qui ont à peu près le même vécu socio-affectif que moi, et à peu près le même âge, le remarqueront, entre avant 98 et après 98. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas cool d'être métis, et tout à coup, parce qu'on a vu des jeunes footballeurs métis ou noirs avec des top modèles, des mannequins à Ibiza en train de s'arroser de champagne, et qu'elles les trouvaient sexy et chou, tout à coup, on est devenu sexy et chou. Donc bon, t'es pas métis, t'as pas eu 98, mais qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il faut que la femme ait vu déjà un autre toi à la télé avec une poufiasse sur un yacht pour qu'elle arrive à accepter ton vrai toi? C'est exactement ça. De toute façon, la femme a peur de l'inconnu, c'est normal. Elle, ce qu'elle cherche, c'est la sécurité. Donc elle cherche celui qui pourra la protéger. Donc avant le métis, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce que c'est. Donc elle a peur à la base, tu vois. Donc tu as absolument tout compris. Hein. C'est intéressant.
ta réflexion parce que j'ai vécu la même, moi étant, comme tu dis, transgenre, donc je ne rentre pas en France dans une catégorie sociale, donc je ne suis pas un employé de bureau, je ne suis pas un ouvrier, je suis un artiste sans être un artiste. On rappelle à ceux qui ne sauraient pas que Frédéric est d'abord auteur de livres sur la mort. Comment ça s'appelle? Et tu vois comment ça s'appelle? Même moi, j'en ai un en plus et j'ai oublié même de moi, l'apporter j'ai du mal à me classifier. Je suis un auteur, je suis déjà quelqu'un qui n'est pas diplômé mais qui a fait de longues études. Donc. Un des auteurs les plus vendus au monde, je crois. Un des auteurs français les plus vendus au monde, je crois. Bon, ma source étant lui-même, donc. Non, énormément aux États-Unis. Il peut me pipoter aussi. Non, mais tu vois, aux États-Unis, mes bouquins, il y a écrit plus d'1 million il y a 2 ans ou 3 ans. Donc j'en ai fait plusieurs aux États-Unis. Je suis à plus de 2 millions aux États-Unis, par exemple. Ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que c'est très dur de se présenter en France, tu vois. C'est un problème français, hein, ça. Quand tu n'appartiens pas à une caste sociale. Parce que la France, c'est quand même un pays de caste sociale en général. En France, on meurt où on est. Il n'y a pas de passage d'ascenseur. Alors ça, un peu de sociologie. Tu peux le péter à coups de marteau et te faire ton petit passage. Mais oui, tu peux le péter à coups de marteau, surtout. Tu peux surtout, quand il y a une nouvelle niche écologique, on va dire, qui s'ouvre, rentrer dedans le premier parce que on va dire l'oligarchie ne l'a pas vu, tu vois. Mais c'est un gros problème quand on est nulle part. Tu vois. Moi, j'avais ce problème-là. Comment tu veux que je me présente? Je suis quoi? Je suis un auteur, je suis un écrivain, je suis un dessinateur, je suis un sportif. Déjà, sportif, c'est mal connoté, tu vois. C'est à l'époque, sauf si tu es footballeur ou tennisman. Tu vois, prof de gym, j'en parle pas, à part, c'est pas très bien vu, ça gagne pas assez d'argent. Tu vois, ou bien en France, il y a aussi, à cause de la... comment dire, ça a été fractionné, tu vois, l'esprit et le corps. La noblesse ne travaillait pas, après, au début, la noblesse ne travaille pas, et c'est les petits qui travaillent au champ, donc il y a les producteurs. Donc, quand tu es un physique, tu vois, on dit restez, gardez votre place. Donc c'est pour une nana, c'est pas forcément bien. Sauf après en général ils se marient entre eux, mais la nana rêve tout le temps de monter socialement, donc de passer Comme disait quelqu'un qu'on n'a pas trop le droit de citer en ce moment, d'échanger ses voies génitales contre de la promotion sociale. Voilà. Ça a toujours été. Faut pas leur en vouloir non plus. Hein. Je sais que tu es très à cheval là-dessus, faut pas leur en vouloir. Faut pas leur en vouloir parce que mets-toi à leur place. Je veux dire, je préfère que mon fils aille dans une école privée du 16e, fasse du golf et fasse du tennis avec le petit machin ou le petit truc, le fils d'eux, hein, et avoir un avenir tout tracé plutôt que vivre dans la cité. Alors, si j'ai... qu'est-ce que je vends ? Je vends mon corps. Si tu veux, je vends mon corps pour la sécurité de mes enfants, à la base. Après, les pétasses qui... entre guillemets, je vais pas être méchant avec. On aime les pétasses aussi. Voilà, qui vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qui utilisent ce subterfuge pour échanger leur corps uniquement pour la denrée alimentaire, c'est-à-dire symbolique, montrer que donc le sac Louis Vuitton, les chaussures Louis Vuitton. D'ailleurs, je te corrige parce que dans une vidéo, tu as dit que le sac Louis Vuitton était un morceau de cuir, et ben je t'apprends un truc, c'est que c'est un morceau de plastique. Oui, non, mais il est plastifié, c'est un morceau de cuir plastifié. Et puis alors, j'ai voulu avoir l'air malin, voilà, je me suis fait bâcher. Et puis le sac Louis Vuitton maintenant est en partie fait en Roumanie. Ce qui n'enlève pas de la qualité. Hein. Il est dans les usines de Transylvanie. J'y étais allé à l'époque, quand j'étais jeune, avant que ça soit racheté. Donc, pareil. Hein. Donc, elles accumulent la calorie, ça les rassure. Tu sais, j'en ai pas parlé là, mais la femme est très attirée par le cadeau. C'est la preuve, quand on lui fait des cadeaux, c'est la preuve qu'elle est fertile et qu'elle va survivre. À la base, hein, quand on était des australopithèques et un peu après des homo habilis. Mais je t'interromps parce qu'on a un mode de discussion, vous avez vu, il n'y a plus de plan, on fait tout ça dans n'importe quel sens. Ta discipline, ta façon de réfléchir, ta façon d'analyser, est-ce que tu appellerais ça comme moi je crois, de l'évolutionnisme? Est-ce que tu appelles ça de la psychologie évolutionniste ou est-ce que tu appelles ça du Frédéric Delavier? J'appelle ça rien du tout. À la base, c'est nous les humains qui classifions tout. Mais toutes les choses sont interconnectées, si tu veux. On classifie par facilité pour penser. Mais si tu veux, la psychologie, c'est associé à la biologie, qui est associé à l'économie. Tout ça, c'est lié. Il n'y a pas des tiroirs fermés les uns avec les autres. Ils sont tous en interconnexion. Le plus dur, c'est de voir les connexions qui vont avec, tu vois. C'est le problème. Même les religions, tout. Oula. Oula, je tiens. Non, mais les religions, c'est je tiens pas à me faire hacker mon serveur, ni religion, ni politique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la religion, c'est des macro-comportements qui unissent des gens et qui permettent de stabiliser des sociétés. Et elles sont adaptées au climat. Tu vois, à chaque fois, elles mutent les religions mutent en se déplaçant.
Rappelez-moi ma question. Ma question. Excuse, hein, je pars un peu dans tous les sens. On dirait un cocaïnomane. Ah oui. Attends, je cherche s'il y a des traces de. Non. Non, rien. La question avait trait au sosie. Donc, pour toi, cette espèce d'image, cette idée, ce concept. Elle part pas dans l'inconnu. La femme veut quelque chose de sûr. Tu vois, on dit tout le temps en Hongrie, on dit la femme, c'est comme les chats. Voilà, ça retourne tout le temps près du poêle. C'est-à-dire où il fait chaud et où il y a les croquettes. Tu vois, c'est une base. Et c'est fait pour que l'espèce continue à la base. Alors, j'ai un petit paradoxe à te soumettre dans mon plan qu'on respecte pas forcément, mais bon, on essaie quand même de vaguement de s'y tenir. Le paradoxe est le suivant. Chaque fois que je trouve quand je mets ma casquette de sociologue, comme je l'appelle, je cherche des stats et je trouve une stat sur les hommes disponibles versus femmes disponibles. Quasiment systématiquement, en tout cas dans les grandes villes, tu es censé avoir plein de nanas disponibles et souvent plus que des hommes. Paris en étant l'exemple typique, puisque la dernière stat que j'ai vue, je crois qu'on était à 57-43. Donc il est censé y avoir 57% de femmes disponibles, 57% des célibataires féminins et 43% masculins. Donc plus de femmes, plus d'êtres disponibles qui sont des femmes que des hommes. Dans la pratique, on voit exactement le contraire, c'est-à-dire des nanas qui croulent de propositions masculines, qui en ont autant qu'elles veulent, et des mecs, entre guillemets, qui se comportent à tort ou à raison, un peu comme des morts de faim, et qui jettent un peu leur dévolu sur tout ce qui passe sans discernement. Alors ça peut se transformer en drague de rue, ça peut se transformer en application internet où ça envoie du like à tout va, ça peut se transformer en obsession amoureuse. Comment t'expliques ce paradoxe entre des mesures statistiques où en théorie il y a plus de femmes disponibles que d'hommes, et en pratique c'est elles qui ont l'embarras du choix, et c'est les hommes qui sont désespérés et qui ont l'impression qu'il n'y en a pas. C'est pas ma spécialité là, je me suis pas trop penché sur la question, donc on va se lancer. C'est peut-être que les femmes sont disponibles seulement une partie du mois, quand elles sont, bien qu'il y ait la pilule, quand elles sont. Donc un reste, enfin Donc elles restent indisponibles assez longtemps quand elles ont leurs règles. Les femmes varient, hein, on dit tout le temps. Souvent femmes varient. Elle varie parce qu'elle a des cycles hormonaux et puis elle est accessible une partie du mois. Qui n'a pas connu sa copine sympa, et puis après super insupportable, qui te fait la gueule et tout, qui t'emmerde. Nous on comprend pas, mais bon, il y a des variétés. Et puis qui devient super gentil, de faire des bisous, puis là, hop, pom pom pom, tu baises, elle est gentille, puis après ça rechange, tu vois. En vieillissant, on s'en aperçoit, puis quand elle rechange, on en a rien à foutre. Bon, ma copine, je te calme, j'ai bouffé avec mes copains, tu vois. C'est peut-être un peu pour ça. Alors que l'homme, lui, il est dispo tout le temps. C'est pour ça que, si tu veux, instinctivement, l'homme, il a intérêt à trouver le maximum de partenaires féminines, parce que la femme est disponible simplement une fois dans le mois pour la reproduction, normalement. Génétiquement, tu vois. Donc elle va pas être accessible tout le temps. Donc au niveau du temps, je pense que ça va jouer. Alors que l'homme, lui, il cherche parce que lui, il faut qu'il mette un maximum de purée, tu vois, pour être sûr d'avoir un petit à la fin. Mais instinctivement, c'est pour ça que l'homme a du mal à être fidèle, tu vois. C'est parce que il est tout le temps attiré par un cul. Parce que il faut absolument qu'il balance la purée pour être sûr de se reproduire. Que la femme, elle met toutes les chances de son côté, sauf simplement un moment du mois, tu vois. Quand elle le sait pas, mais c'est souvent comme ça, tu vois. Donc elle va rechercher, elle croule sur les propositions, puis après elle va faire son calcul. Celui-là il est bien, il va pouvoir m'entretenir, celui-là il est gentil, celui-là correspond à ce que j'ai vu, le beau métis joueur de foot qui pourra m'emmener sur son yacht, et après il va me filer, je ferai un divorce et avec les enfants je vivrai bien. Tu vois, au passage, je sais pas, il y a plein de possibilités. Alors, l'échange sexe contre argent, c'est la partie d'après. Restez stay tuned, comme on dit, on va y venir. Donc à mon avis, c'est peut-être un peu pour ça, tu vois. Donc en Russie, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de femmes, et les femmes choisissent aussi, mais elles choisissent pas de la même façon. Je crois que c'est. Alors, attends, je vais poser ma question suivante, comme ça on n'aura pas l'impression que je fais de la figuration. Nous avons tous les deux voyagé. Frédéric a plutôt voyagé sur la partie, on va dire, à l'est du globe, et moi plutôt sur le côté ouest. Est-ce que ce constat, tu l'as senti changer dans chacune de tes... Je ne sais pas si tu as habité en Hongrie ou si tu as habité... Je vis en Hongrie la majorité du temps. Est-ce que c'est un constat général que tu as retrouvé dans le monde entier, sauf la Russie, ou est-ce que chaque pays se paradoxe varie un petit peu et se présente un petit peu différemment? Ici, moi, ce que je te rappelle mon paradoxe, parce que ça fait 10 minutes que je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est en théorie plein de femmes disponibles, et en pratique,
cette sensation qu'il n'y en a pas ou peu et que les hommes sont désespérés et rament. Voilà. En France, je trouve qu'ils sont désespérés et ils rament. On est d'accord. En France, ils sont désespérés et ils rament, et il y a véritablement une misère sexuelle. Dire le mec qui se masturbe devant Internet, qui te baratine qu'il a plein de copines, qui te dit qu'il est un dragueur, et tu regardes la réalité, c'est plutôt triste, c'est un menteur. Tu vois, mais devant ses copains, il va faire. Alors que moi, par exemple, je suis en Hongrie, ça se passe pas comme ça. Les mecs ont souvent des copines, les nanas baissent plus facilement, couchent plus facilement. C'est pas pour ça qu'elles sont faciles, mais les gens se rencontrent, ils font l'amour, les couples se défont, et puis après, on se fixe quand il y a des enfants, tu vois. Mais avant, on teste plusieurs partenaires. C'est complètement variable d'un pays. Mais vraiment, il y a une misère sexuelle en France, que j'ai vraiment vu une misère sexuelle en France. En Allemagne, c'est un peu différent. Comme moi, je regarde, hein. C'est très ordonné. Les filles sont attirées par le physique, oui, mais surtout par le mec qui a fait une réussite personnelle. Tu vois, ce qui compte, c'est pas ton rang. Il n'y a pas de rang social en Allemagne. Hein. En Allemagne, c'est des mecs qui montent au mérite. C'est une méritocratie, tu vois. Et en Allemagne, c'est pour ça que moi j'ai réussi. Mon fils est allemand, si tu veux, parce que je correspondais à ce que recherchait l'Allemande. L'Allemande, ce qu'elle recherche, c'est pas quelqu'un qui appartient à une caste. On n'aime pas les fils d'eux. Hein. On aime bien celui qui est monté par lui-même, qui est montré par son physique, par son énergie, qu'il était un homme, tu vois, donc un bon reproducteur, donc quelqu'un qui pourra porter. C'est assez racialiste. Hein, c'est l'homme qui a de l'énergie qui monte. En France, c'est pas l'homme qui a de l'énergie qui monte, c'est celui qui appartient, qui a les femmes. C'est celui qui appartient à une certaine classe sociale, tu vois. C'est-à-dire, les femmes, par exemple, d'un milieu social se reproduisent avec les hommes d'un certain milieu social. Les pauvres se reproduisent avec, tu vois, les boîtes de nuit, il y a des boîtes pour les pauvres, des boîtes pour les riches. Sur les champs, tu as des boîtes pour les séfarades et puis les Libanais. Après, tu en as qui sont uniquement pour les Saoudiens et les Qataris. Tu vas au centre de Paris, tu as des boîtes qui sont faites pour les classes moyennes françaises, style la rue des Canettes. Tu vois, où tu as le rugbyman, tu as le mec, c'est classe moyenne. Tu vas à Pont d'Orly, je sais pas quoi, tu as les travailleurs pauvres ou les mecs de banlieue. Sachant que les filles sont beaucoup plus trans-quartiers, elles sont acceptées partout. Voilà, la belle fille. Voilà, la belle fille est acceptée partout. Parce que la belle fille, on cherche chez une femme, à la base, hein, une bonne reproductrice. Donc quelqu'un qui a les caractères secondaires féminins bien visibles, quelqu'un qui a une belle peau, un beau visage, des cheveux, qui sera une bonne génitrice. Donc les femmes, elles ont tout le temps passé d'une culture à l'autre. C'est les femmes hein, qui passent d'un groupe social à l'autre. Hein. Les hommes, ils y passent pas en général. C'est très rare. C'est la femme qui monte entre guillemets socialement. Et les grandes migrations humaines, hein, à part les invasions, c'est encore différent, se sont faites essentiellement par les femmes. Tu vois, quand deux groupes de chasseurs-cueilleurs se rencontraient, c'était la femme qui passait d'un groupe de chasseurs-cueilleurs à l'autre. Tu vois, une femme est beaucoup plus acceptée dans un groupe parce qu'elle a renouvelé le patrimoine génétique, donc c'est un avantage, ça permet d'ouvrir la diversité des possibilités génétiques en cas de crise, tu vois, donc de pouvoir sauver le groupe, mais ça les gens le savent inconsciemment, et ça fait une bonne génitrice, tu vois, bien faite, qui va renouveler l'énergie. Mais les mecs, on n'en veut pas, un mec c'est un concurrent pour un mec. Donc le mec qui vient tout seul dans un groupe de mecs, on le dégage à coup de pied dans le cul, c'est pas un pote, on n'en veut pas, il va nous baiser nos femmes. Tu vois. Mais non, mais c'est comme ça. Donc les femmes sont toujours passées plus facilement. Moi, j'ai vécu en France le passage des jeunes étudiantes russes qui venaient à Paris, qui prenaient langue français-russe en langue. Français-russe en langue, t'imagines une russe qui vient prendre le russe en France. Donc c'est moi qui leur avais expliqué. Donc après, c'était toutes les copines qui venaient de Russie venaient et s'inscrivaient à la Sorbonne en français. Tu vois. Mais le but de ces nanas, c'était de changer d'endroit pour augmenter leur qualité de vie, vivre dans un endroit moins dur et trouver un mâle qu'elles aimeraient, hein, mais qui pourrait les entretenir et qui pourrait leur faciliter leur vie de famille. Tu vois. La rue, c'est très pragmatique. Je me souviens des copines qui disaient où je peux aller. Ma mère qui était en Russie, hein, m'a dit que dans les casinos, on trouve des mecs. Dans les casinos, tu trouves rien. T'as que des joueurs, c'est des cons. Tu vas rien trouver du tout. Ah, alors, elles y vont, elles se font avoir. Et après, elles se disent non, alors il y a ça, alors c'est rigolo. Après, elles cherchaient les petits Français, mais alors les petits Français, elles se sont aperçues qu'il y en avait beaucoup qui mentaient sur leur niveau social, qui était c'est typique du Français, qui veut montrer pour épater les filles qu'il appartient à une classe supérieure. Donc, tu sais, je porte le Emporio Armani,
J'essaye de montrer que je connais un tel ou un tel. Tu sais, j'ai rencontré, un truc typique français, c'est j'ai mangé au restaurant à côté de machin. Je dis, mais on s'en fout. C'est pour montrer qu'il était dans un restaurant où il y avait des gens d'un certain niveau social. C'est un peu triste. Mais c'est lui, c'est ah oui, tu vois, moi aussi, je suis presque à ce niveau social. Je rajoute une toute petite nuance, garde ton fil pour pas le perdre. Le français qui veut montrer avec son t-shirt, comme tu dis, la nuance de la France est que les codes vestimentaires sont tellement spécifiques à une région, voire à un quartier, voire à une rue, que le mec pas malin, qui croit avoir tout compris mais qui n'a rien compris, il met le t-shirt bidule dans la mauvaise rue, le mauvais quartier. Et il a l'air d'un gros plouc et d'un gros con. Parce que dans cet endroit-là, c'est justement ne pas avoir le t-shirt Armani et avoir la petite chemise toute simple qui... Parce que la France est un pays de caste très très marqué. Tu vois, les mecs du 7e, ils se reproduisent entre eux. Ils sont gentils, la bourgeoisie du 7e. Ils ont tous la même tête. Tu vois, c'est des grands mecs, un peu minces. Émacié, le menton un peu pointu. Tu vas dans le 6e, c'est encore un peu différent. Ce sont les éditeurs, un peu le milieu un peu showbiz. Donc ils ont encore un autre style. Tu vas à Saint-Mandé, c'est encore un autre style, ce sont les séfarades. C'est vraiment des pays de caste où il n'y a pas de passage. La France est vraiment... D'ailleurs, on en meurt. Hein. La France meurt de ce système de caste qui sclérose le pays. C'est pour ça qu'on se fait massacrer, on se fait acheter. Alors, c'est ma deuxième nuance que je voulais apporter. Quand tu dis qu'il n'y a pas de passage, à l'échelle, évidemment, statistique, quantitative, c'est vrai. Il y a des individus dotés d'une certaine persévérance, force, courage, inventivité qui passent. Et alors là, excusez-moi, mais soit c'est un homme et tout à coup, l'histoire de sa vie devient Bel-Ami de Maupassant ou Sarkozy. Soit c'est une femme et l'histoire se devient un divorce et 3 millions. Voilà, c'est à peu près ça. Tu vois. C'est-à-dire que le mec qui est passé, soit c'est un homme et il fait un bouquin, soit c'est une femme et elle fait un divorce et elle fait de l'argent. Et non, Sarkozy, on va parler de Sarkozy parce que c'est le mec qui a réussi par ses couilles. Hein. C'est pas le mec n'appartenait à rien du tout à la base. C'est un fils d'émigrés hongrois. Qui n'était pas un riche. Hein. Les Hongrois, ils ont une façon de parler, donc c'est des dragueurs, hein, les mecs. En Hongrie, les hommes ont une façon de draguer très bien éduquée. Mieux que les Italiens. Ils ressemblent un peu parce que c'est un pays chaud, l'été est très chaud, donc on porte le manteau des filles, on est là, on dit bonjour, mais on n'est pas vulgaire. Hein, par contre, dans la discussion, on est vulgaire. Il l'oublie un peu après le hongrois parce que c'est un pays de paysans. Donc quand on est dans un pays de paysans, on va vite parler. Ça boit quoi le hongrois? Ça boit de la bière, de la palinka. Palinka, c'est de l'eau de vie. Et du vin, ça boit tout le week-end. Et tu connais le coup de la baise à la hongroise? Oui, on croit qu'on baise, on croit qu'on baise, on baise pas. Donc, alors, le père Sarkozy est venu, il a commencé en beau dragueur, les Hongrois paraissent bien éduqués, donc on va lui donner tout de suite, on va croire qu'il appartient à un niveau social haut, alors qu'il n'est pas d'un niveau social haut. Mais tous les Hongrois, c'est un peuple, ils se mélangent entre eux, il n'y a pas de caste sociale très marquée en Hongrie. Les castes sociales, c'était les Autrichiens qui venaient un peu récupérer l'impôt, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à mater les Hongrois. Les Hongrois, je suis dominé par devant et derrière je suis libre. Donc tu me vois pas, je dis oui, mais dans ma tête je dis cause toujours mon copain. Et je reste entre paysans et je me reproduis un peu entre potes. Donc le papa Sarkozy est arrivé en France. Il a fait il a fait son fils avec une catholique qui était issue de papa juif qui venait de Turquie, je crois, un truc comme ça. Ah, je te laisse entièrement. Voilà. Donc il n'était ni juif ni noble. Tu sais, toi? Non, il était ni juif ni noble, mais il avait ce complexe parce que le papa était un dragueur qui a laissé tomber maman pour aller en chercher. Mais pas que celui-là comme complexe, c'est un petit complexe de taille. De taille aussi, mais il faut reconnaître que le mec a été super courageux, tu vois. Donc il est monté à quoi? Il est monté aux couilles. C'était un mec qu'on voulait. J'en veux parce qu'il a eu des problèmes quand il était petit. Et il a réussi à avoir la mairie de de Neuilly par les couilles. La mairie de Neuilly est tenue par les Corses. Me fais pas ça trop souvent. La mairie de Neuilly, elle est tenue par les Corses, tu vois. Et il a eu sa première femme qui était corse. Donc on rentre chez les Corses par la famille, c'est la famille. Donc c'est pour ça qu'il est rentré là-bas. Tu vois, et donc il a commencé sa montée politique par le sexe, indirectement. C'est-à-dire que je rentre chez les Corses par l'alliance sexuelle. Le mec, il est monté comme ça, tu vois. Après, il a récupéré. Ce signe-là aujourd'hui est très connoté, faut pas trop le faire. Après, il est remonté. Donc c'est quand même quelqu'un. C'est le type typique du mec qui a passé les barrières des castes. Un, par les couilles, et après deux, en faisant croire qu'il était
juif pour avoir la communauté juive. Tu vois, je suis d'origine juive, mais il n'était pas plus juif. Et je suis le pauvre émigré hongrois, tu vois, on ne sait pas d'où il vient. Euh, c'est quand même fort, tu vois. Alors que le papa s'était battu avec les Allemands. Tu vois, c'était. Alors, on est quand même. Non, mais et le mec, il a fait croire qu'il venait d'en haut. Les gens n'arrivaient pas à les gens pensaient qu'il était beaucoup plus haut. Donc il passait les barrières sociales. C'est ça l'avantage de certains étrangers, tu vois, certaines Françaises, qui ne connaissant pas la famille d'où vient l'étranger peut lui raconter n'importe quoi. Donc elle va vite prendre l'étranger, lui dire je suis noble. J'ai vu beaucoup de Hongrois dans les années en 56. Un peu à la Rocancourt. Voilà, voilà. Qui était soi-disant le petit cousin rocker. Mais on peut pas vérifier. C'est une racaille de banlieue, mais à l'étranger l'accent ne s'entend pas. Voilà. Et donc ton accent qui en France te trahit. À l'étranger te trahit pas. Voilà, et c'est à ce moment-là que tu peux faire une montée sociale, parce que tu peux dire que tu appartiens à un groupe, alors qu'en France, bonjour mademoiselle, je suis noble. Ça va pas, tu vois. Le mec, il est courageux, mais ça va pas. Alors que le Hongrois, il a les codes. Ah bonjour, ça va, tu vois. J'ai connu beaucoup de Hongrois, j'en ai connu deux qui en France ont réussi des passages sociaux en faisant croire qu'ils étaient nobles. Et tous les Hongrois, si tu recherches bien, ils ont un noble quelque part qui a baisé avec un ancêtre. Bon, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de caste marqué. Et les mecs sont passés comme ça par le baratin invérifiable. Mais pour la France, qui est un pays de caste, le paradoxe de la France, qui est un pays de caste, c'est comme on a quand même eu un président à particule, dont la particule, on sait aujourd'hui qu'elle était, elle était à moitié achetée, quoi. Qui Giscard. Ah oui, il l'a acheté il a acheté à côté, au coin de la rue Ticton. Ceci dit, Giscard faisait partie des grosses familles de comment s'appelle d'Auvergne, à côté du Massif Central, Clermont-Ferrand, c'est ça, hein. Le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, voilà. Il faisait partie des grosses familles qui étaient là-bas. Et quand tu regardes, ils se reproduisent entre eux. Quand tu regardes, je crois que c'est Michelin qui est aussi là-bas, tout ça, les familles Michelin, ils ont tous, la noblesse a tous la même tête, tu vois, les grands fronts comme ça, la même gueule. Tu t'aperçois que toute la noblesse et la haute bourgeoisie, un peu. Je connais très bien l'Auvergne, je suis auvergnat. Voilà, ils ont tous un peu cette même tête. Oui, je suis auvergnat, voilà. Vous ne rigolez pas à votre écran. Auvergnat et Guyanais. Et Guyanais, je connais la Guyane aussi. Plus que moi, je pense, parce que moi, je la connais pas beaucoup. Donc tu t'aperçois qu'il a été quand même, il a acheté sa particule, mais il appartenait quand même à la bourgeoisie, à la haute bourgeoisie du coin. Oui, c'est vrai, j'appartenais. Alors, donc, on a déjà abordé à moitié la partie suivante, donc on va mettre les deux pieds dedans. La partie suivante, c'était ma partie sexe et argent. Donc, je connais, tu vas peut-être nous la répéter, ta thèse sur la bipédie qui veut qu'on protège la maman guenon qui tient ses enfants dans ses bras et qui ne peut pas courir. Ma question est... Non, la maman humaine. Humaine, pardon. On n'est plus à ce niveau-là, on n'est plus des singes. L'homme, à partir du moment où il a été bipède, il a parlé, il n'est plus un singe. Alors, c'est un homme, il s'approche de Dieu. Ma question est, encore une fois sous forme de paradoxe, on a aujourd'hui paradoxalement une énorme revendication sociale féminine pour une réévaluation, un nivellement absolument parfait des salaires hommes-femmes, ce qui déjà est une utopie sur le plan pratique, puisque les hommes et les femmes ne font pas les mêmes travaux, force physique oblige, et donc déjà cette espèce de nivellement est quasiment impraticable sur un plan économique, mais admettons qu'il puisse exister. Donc une revendication de nivellement des salaires à égalité, et en pratique des recherches quand même d'hommes mécènes, sponsors, qui subvient aux besoins, qui nourrit et qui procure de la ressource. Donc comment on sort de cette espèce de double discours qui semble ne pas avoir de fin, où en apparence on demande du travail, une rémunération, un accès au marché de l'emploi, etc. Et en pratique, vers qui vont la majorité des femelles, comme tu dirais, celui qui aligne les ronds. C'est un peu normal. Hein. De toute façon, en général... Pourquoi ce discours ? On va pas contre des millions, des centaines de milliers d'années, voire millions d'années d'évolution. Ça se gomme pas du jour au lendemain. La femme est encore... Elle veut gommer ou elle fait semblant de vouloir gommer ? Non, elle veut... Je pense que d'un côté, elle veut réellement gommer, et de l'autre côté, elle peut pas gommer. Tu vois, ça passe pas... Ça va trop vite. Ça peut pas se passer si vite que ça. Il faut du temps. Il faut laisser, comme dit, laisser le temps au temps, comme dans les chansons, ça fait bien. Mais il faut laisser du temps. Ça peut pas se passer comme ça. Les femmes ont besoin... De toute façon, quand elles ont un enfant, comment veux-tu bosser avec un petit bébé qui a besoin des soins maternels en permanence? On a des petits bébés
Donc déjà, l'employeur, il le sait inconsciemment. L'ignoble capitaliste employeur, il ne va pas prendre une femme. En général, il ne prend pas une femme. Pour quelle raison? Il sait qu'il va devoir payer les congés, tout ça, ça le gêne. Je les ai entendus. Ah, je ne vais pas prendre de femme. Tu sais, quand on les a, elle va me faire chier dès qu'elle va tomber enceinte, cette connasse. Je les ai entendus parler comme ça. J'étais en train de me dire, mais c'est normal. Je dis, moi, je parle calmement. Je dis, mais c'est normal qu'elle soit enceinte. C'est l'avenir de. Ouais, mais moi. Et le mec, il pense à ses sous, tu vois. Donc, la femme, à partir du moment où elle a son bébé, il faut qu'elle soit 100% avec le bébé, ou elle va faire un connard, un idiot, tu vois. C'est-à-dire, si tu ne stimules pas ton petit bébé, c'est un estomac avec sa peau et tout. Si tu ne le caresses pas en permanence, tu ne stimules pas un petit bébé en permanence, tu vas en faire un mec qui va avoir des problèmes psychologiques. Il va pas, parce que comme il n'a pas son système nerveux terminé, il faut tout le temps le caresser, le toucher, lui faire des câlins, des bibous. Tu vois, les nanas sont très tactiles. Tu vois, quand tu rentres dans un magasin, tu as les nanas, tu as déjà vu les nanas, quand tu es un observateur de femmes, une femme, quand elle rentre dans un magasin Je suis passé de dragueur à observateur de femmes. Non, mais donc dragueur. Ça va dans le bon sens. Non, mais un bon dragueur observe bien, autrement. Donc, quand une femme rentre dans un magasin d'habits, en général, tu la vois, elle arrive, et puis tu la vois qui touche les habits comme ça, tu sais. Donc, ça, elles sont très tactiles, très sensuelles. Et ça, pourquoi? Parce qu'un bébé, quand tu le touches pas, eh ben, tu le développes pas, tu stimules pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une femme en permanence à côté d'un bébé. Donc c'est pour ça qu'elles sont moins productives sur le niveau du travail et que, consciemment ou inconsciemment, le chef d'entreprise le sait et n'en veut pas parce qu'il va perdre 9 mois un moment et puis elle va être moins disponible au boulot parce qu'elle va devoir s'occuper à fond des gamins, tu vois, dans les premières années de la vie. Et elles peuvent pas. Et un homme ne peut pas s'occuper des enfants comme une femme. C'est des millions d'années d'évolution. Ne serait-ce que par la façon de gérer le stress. Avoir un baby à la maison, c'est pendant 1 an et demi, 2 ans, être réveillé en permanence et t'en occuper tout le temps, le nourrir. Donc ça veut dire une capacité de vigilance permanente. L'homme ne peut pas avoir cette capacité de vigilance permanente parce qu'autrement, il va faire... Par les origines de la chasse et de... Non, c'est ça? C'est-à-dire que la femme, elle est capable, quand elle a un petit bébé, d'être en permanence en train de s'en occuper. Elle va dormir un peu. Mais elle est branchée. Elle est branchée. Le bébé va faire une connerie, elle va le surveiller, elle va faire attention qu'il ne tombe pas. L'homme, il ne peut pas. L'homme... Pourquoi? Parce que l'homme, il est fait pour les gros stress. Ça veut dire que l'homme, il va dans la jungle. Alors, schématiquement, il va dans le monde du travail, il va dans la jungle, et là, il va chercher la bouffe. Là, il va subir des stress véritablement dangereux. Ça veut dire les prédateurs, la confrontation entre mâles pour la recherche de nourriture, et il est dans un gros stress. Donc, il est plein de testo, il doit être réactif pendant un certain moment, mais pas tout le temps. Tu vois, il doit attaquer un moment. Il va à la chasse, et là, boum, testostérone, il monte très haut en tension, il attaque. Tu vois? Un homme, après, il relâche vite. Et après, il relâche vite et il dort. Tu vois le singe dans le zoo, c'est le papa, il dort comme ça. Et la maman, elle est là. Le petit singe, il arrive. Hop, il tend le bras, le ramène par la queue. Hop, elle le ramène à côté. Elle est vigilante. La femme est vigilante en permanence. Tu vois. D'où les femmes qui sont bien meilleures sur les travaux qui demandent une vigilance permanente et répétitive. Tu sais, à l'usine, tac, 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 tac. L'homme, tu lui fais faire ça, il fait une dépression nerveuse. Il peut pas. Tu vois. Ça, j'y ai pas pensé. Il peut pas, mais c'est à cause il va monter le moins de petit stress, l'homme monte en testostérone pour agir vite et normalement pour emporter la bouffe et défendre le groupe. Tu vois, l'homme il est capable d'endurer des stress très violents, partir au combat, et après il décontracte parce qu'il a fatigué son organisme, il a bouffé de l'énergie. L'homme et la femme ont d'ailleurs une résistance différente à la douleur. Ah bah, les femmes trouvent les hommes douillets et les femmes peuvent supporter une douleur très longtemps. Les femmes sont faites pour supporter la douleur. Il fallait savoir qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, et supporter la douleur, et même rechercher parfois la douleur. Parce que l'enfantement, c'est très dur. Depuis qu'elles ont des bébés qui ont grossi, l'enfantement de la femelle humaine est dur. Donc, il faut savoir que la femelle, par exemple, au Paléolithique, tu vois, dans les grottes, tout ça en Europe, les nanas avaient une durée de vie limitée comme les hommes. C'était dur, il y avait des bactéries, tout ce que tu veux. Il y avait une meilleure, peut-être, nourriture sans la pollution chimique, sans de meilleure qualité au niveau de vitamines, mais il y avait aussi des bactéries, il y avait les blessures et tout ce que tu veux. Et les nanas, à partir de 15-16 ans, elles faisaient des bébés. Tu vois? Donc elles passaient toute leur vie à faire des bébés. Quand elles les faisaient à 15 ans parce qu'elles mouraient à 35. Non, mais en plus, 40. Elles ont une chance sur 6 de mourir en couche. Parce que c'est risqué. On a un bébé qui passe et qui est gros, et qui a un gros cerveau, un gros corps. Et c'est beaucoup plus risqué l'accouchement pour une femelle humaine que pour un autre mammifère, tu vois. Donc elles étaient
C'était, tu vois, c'est la roulette russe, c'est la roulette russe quasiment à chaque bébé. Donc t'en fais 6, t'es sûr d'y passer, quoi. Parce que t'as une chance sur 6 à chaque Ouais, j'exagère, mais en général, il y a des infections, tout ce que tu veux, mais c'était quand même éprouvant. Tu vois, un accouchement, c'est éprouvant. Donc elles sont programmées pour ne pas avoir peur de la douleur, tu vois, et quelquefois même la rechercher, tu vois. Tu as bien vu, des fois, dans les relations sexuelles, beaucoup de femmes recherchent la relation, le mâle dominant qui... tu sais, on entend même les mecs dans les boîtes de nuit, ouais, je l'ai bien défoncé, tu vois. Non, mais c'est pas du tout. Non, mais voilà, tu vois pas du tout parce que t'es poli. Mais moi qui connais les hommes, j'ai souvent entendu les mecs dire ça. Ah, j'ai bien défoncé. Oh putain, tu vois. Et la femme recherche le. Normalement, il y a un geste qui va avec. Quoi. Oui, voilà. Donc, on est dans deux trucs. Alors que l'homme, non. L'homme d'abord, il est lâche. Il a peur de la douleur parce que s'il va rechercher la douleur à la chasse, même dans un affrontement, physique, il risque de mourir. Tu vois, parce que les affrontements durs. Donc lui, il va essayer il est obligé d'aller à l'affrontement, mais il va essayer de limiter le temps. Il en a peur et il l'a pas tout le temps. Est-ce que, alors, je fais une parenthèse. Là, je coupe complètement l'aspect séduction et je fais une parenthèse. De toute façon, j'ai le choix, c'est ma vidéo. 2 secondes pour nous dire ton avis sur. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, dans une société citadine comme ce que tu vois par nos fenêtres, on est obligé, on se doit d'éviter l'affrontement le plus possible? Affrontement avec qui? L'affrontement, ce dont on parle, la violence. On habite. Mon caméraman du jour et moi habitons dans une ville, dans le plein centre d'une ville. On sait qui est violente, on se fait emmerder, on se fait discuter, etc. J'aimerais ton avis, toi, qui es champion du monde de l'attraction. Non, je suis pas champion du monde de l'attraction. J'ai fait des concours, j'en ai gagné pas mal. J'en ai perdu un récemment d'ailleurs. Je m'étais fait piquer par des chenilles processionnaires. Une horreur. Est-ce que, moi par exemple, ce que m'a appris mon prof de boxe, c'est quel que soit ton niveau, on t'emmerde, on te charge dans la rue, tu t'écrases et tu donnes ton portefeuille et tu fais rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il est un peu lâche quand même. Moi, je suis un homme. Je vais pas donner mon portefeuille comme ça. Il est un peu lâche, mais il a été champion de France de boxe anglaise. Oui, d'accord, mais tu donnes pas ton portefeuille. Autrement, tu te regardes pas dans la glace. Tu vois, faut quand même rester un homme. Mais il faut éviter l'affrontement. Quand je vois une bande de racailles, pourtant j'aime bien les mecs, je comprends les racailles, je comprends d'où ils viennent. Mais quand tu vois une bande de racailles agressive sur le trottoir, change de trottoir. Ça ne sert à rien. Évidemment. L'affrontement ne sert à rien. Si tu dois affronter violemment un mec, et si tu n'en as pas les moyens physiques, tu vois, à partir de, on va dire jusqu'à 2, c'est gérable si tu es costaud. À partir de 3, c'est aléatoire. C'est tout ça, c'est du calcul primitif. 3, faut déjà faut être une bonne technique. Hein. Et même avec une bonne technique, c'est pas sûr, le mec te sort un couteau, tout Bien ça. sûr. Mais 2, si tu es un pervers voyou, c'est très facile à rétamer. Mais il faut passer par-delà les lois, si tu veux. Mais si tu passes par-delà les lois pour des voyous, on est dans une ville qui est censée être sécurisée, mais qui ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup de caméras. Si tu dois passer à l'acte, vérifie quand même les caméras et vérifie tes points de sortie. Tu vois. Moi, je parle en tant que mâle primitif de la rue. Toi, tu es pour défendre sa zone, ses biens, ses ressources, on va chercher. Non, moi, je suis pour défendre ma zone, mes biens, mes ressources, si j'ai les moyens de le défendre. Donc, c'est méchant à dire. T'évalues le mec. J'évalue le mec et j'évalue mes possibilités de sortie. J'évalue s'il y a des caméras. J'évalue s'ils sont normaux. Autrement, je peux rien faire. Si je peux rien faire, je vais m'écraser. Si j'ai si j'ai plus de chances de bien les massacrer, je vais pas me gêner. Tu comprends? Parce que je suis un mâle normal et je dois me défendre. Et je ne peux pas me permettre, si tu veux. Autrement, c'est la porte à tout. Si tout le monde fait comme moi, on devient un pays de merde qui ne pourra pas défendre on ne pourra pas défendre notre pays, nos gènes et nos femmes et nos enfants. Il faut être un homme dans la vie. Et si tu n'as pas les moyens... Moi, je sais qu'une fois, je suis tombé à la frontière ukrainienne. J'étais avec mon ex, qui était des filles adorables, une étudiante avec sa sœur en mini-jupe, tout ça, sexy, de Transylvanie. Ça n'avait rien de vicieux, mais comme j'étais un Français un peu bodybuildé avec les cheveux longs à l'époque attachés derrière, je m'assois dans un restaurant, et enfin, elles n'ont pas vu, c'était à Nirekaza, et il y avait la mafia ukrainienne qui était en face de moi, qui d'ailleurs ont été dégagés après à coups d'explosifs et de Kalachnikov par, on va dire, entre guillemets, la mafia hongroise, qui ne voulait pas de mecs trop agressifs dans leur ville. J'étais là, c'était affreux à voir. Je sors, je dis aux copines, écoute, on va se mettre ailleurs. Non, je veux. Écoute, on a la mafia ukrainienne en face, toi, ils t'en fous, moi, je les vois. Ils me prennent pour un street-cheese, c'est-à-dire pour un proxénète ou un Français qui vient faire des films porno. Je ne suis pas du tout ça, moi, je suis un gentil destinateur. Donc,
On change, on monte en haut. Manque de peau, je sors de la discothèque. Et là, je vois les Mercedes 500, les mecs en survêtement, les chaînes en or qui m'attendent tous à la sortie. Les Ukrainiens sont assez primitifs, c'est pas des Russes, et ils vont te taper d'abord, ils vont te défoncer la gueule, pensant qu'il y a un danger avant, tu vois. J'étais un concurrent qui venait sur leur terrain, ce qui est assez gênant. Donc je pars, on va jusqu'à la voiture, j'avais même pas le permis à l'époque, j'ai dit à ma copine, écoute, on va à la voiture, dis à ta soeur de pas se retourner, elle avait 18 ans, parce que on a là ma fille ukrainienne, et ils me prennent, et elle dit à sa soeur, et la soeur se retourne, fait ouh. Évidemment, les mecs, ça les attire, ils me suivent avec la voiture, et j'avais dit, oh putain. Et je dis, moi j'avais mon couteau, je dis, écoute, je ne peux rien faire, ils sont armés, donc je vais planter le premier et le deuxième, je partirai à droite, tu partiras à gauche, de toute façon je n'ai aucune chance. Tu vois, tu fais ton calcul. Dire, si je dois mourir, mais en homme. Mais je mets les maximums de chances de mon côté pour mes femelles. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça être un homme, c'est juste ça. Heureusement, ils m'ont suivi, ils ont vu que la voiture c'était une merde. Ils se sont dit non, c'est pas un street cheese, c'est pas un proxénète, il a une voiture de merde. Tu vois, et eux aussi ont calculé, aucune concurrence. T'avais laissé ta Porsche à la maison? Non, j'avais rien, j'avais même pas écrit mon livre à l'époque. Tu vois, j'étais le petit gars en Transylvanie, en Europe centrale, qui venait là-bas, et c'est un pays qui m'a été il n'y avait pas de caste. Donc t'as planté personne. Donc j'ai planté personne. Ouf. Si j'ai planté quelqu'un, je peux pas le dire, si tu veux, devant une caméra. Qu'est-ce que tu veux? Personne. Je n'ai planté personne. Voilà. On montrera après. Donc, résultat, si on transpose ça à notre contexte à nous, qui sommes ni à la frontière transsibérienne, faut gérer, etc. Calculer. Si tu peux, tu peux. Comment on démontre des caractères sexués dans une société civilisée non violente? Non violente. Je t'amène sur le terrain de l'intelligence, c'est qu'il y a ceux qui ont trouvé le moyen de montrer qu'ils étaient des mâles dominants par la possibilité d'apporter de la calorie à la femelle. Parce qu'à l'époque, c'était l'affrontement. On parlait c'est l'affrontement entre mâles pour avoir la possibilité d'accès aux femelles. Donc le plus costaud. Enfin, à s'affronter toutes les semaines, tu vis pas vieux, quoi. Tu vis pas vieux, donc on a trouvé un moyen, c'est celui qui peut mieux la nourrir. Donc celui qui peut le mieux la nourrir, c'est celui qui peut apporter le plus de calories. Donc après, on montre qu'on est capable d'avoir beaucoup de calories pour entretenir la femelle. Donc la grosse voiture, c'est de la calorie. La grosse voiture, c'était construit, c'est des gens qui l'ont construit, ça vaut cher, donc ça vaut une certaine quantité de calories. Tu vois, plus un objet plus il était manufacturé, était cher, était travaillé. On achète le travail des gens qui l'ont fait. Donc c'est la preuve qu'on est capable de sacrifier beaucoup de calories. Donc ça veut dire qu'on en a en réserve. Donc la femme est sensible à ça. Oh, il sort sa carte gold. Oh, il a une Rolex. Ouais, c'est la Rolex. Alors, je t'ai expliqué, c'est vrai? Oui, c'est une vraie, mais ça n'avait rien à voir. Je t'ai expliqué l'histoire de la Rolex. Et donc, on montre à la femelle qu'on est capable, voilà, qu'on est capable de la nourrir par la calorie qu'on peut sacrifier. D'où la notion du cadeau, tu sais, j'offre des fleurs, ça sert à rien une fleur, tu vois. Mais je montre que ça ils le savent les miens qu'il faut pas offrir de fleurs. Ça fait 8 ans que je leur. Offre quand même des fleurs aux Russes. Elles aiment bien le sacrifice, elles aiment bien. Tu vois, un Russe, à l'époque, les Russes, quand ils allaient faire des cadeaux, ils vont dans les magasins, ils prennent le plus cher. Tu vois. Ils le font toujours, c'est con. Et ils le font toujours, mais non, parce que. Mais le problème, c'est que dans les magasins, on peut pas dire c'est con. Dans les magasins de luxe à Paris, ils se débrouillent pour que le plus cher soit le plus moche. Donc le mec, il ressort avec son blouson, avec des. Mais oui, parce que pour le Russe, le cadeau, il n'est pas fait pour offrir une belle chose. Il est fait pour montrer que tu sacrifies beaucoup à la personne que tu aimes. Pour avoir un peu de goût quand même, frère. Les œufs Fabergé, c'est ignoble, c'est plein de trucs partout, tu vois, c'est pas très beau. Les Russes aiment bien, mais c'est que tu montres que tu es capable de sacrifier beaucoup de calories pour la personne. Et puis le Russe, il est dans un autre domaine encore. Ce qui est marrant, c'est que comme c'est tellement instable, quand le Russe gagne beaucoup d'argent, il va vite le claquer en sachant qu'il peut se faire tuer le lendemain. À l'époque, maintenant, ça se stabilise avec Poutine qui arrive au pouvoir, ça devient bien, mais comme c'est un pays qui est relativement instable, le mec sait que l'avenir n'est pas sûr. Donc il va claquer son fric, tu vois, le plus vite possible pour éviter qu'on te le prenne. Tu vois ? Parce que l'intelligence russe, elle est très particulière. C'est des grands mathématiciens, c'est des calculateurs, mais aussi dans le vice, tu vois, dans le vol. Pas, l'allemand, non. L'allemand, ça monte hiérarchiquement. Le russe, la France est stabilisée avec des castes, on se reproduit entre eux. L'allemand monte par la hiérarchie du mérite. Et le russe, c'est des gens très intelligents qui montent, mais qui se volent entre groupes de mecs. Tu vois, c'est des groupes de mecs. Donc, quand tu as de l'argent, tu le dépenses vite. Ou bien tu vas t'acheter une villa tu continues à être nationaliste, mais tu vas t'acheter une villa sur la Côte d'Azur, un club de foot en Angleterre. Au Cap d'Antibes. Voilà, pour éviter qu'on te le pique. Parce que c'est tellement instable que des groupes de mecs peuvent venir te niquer.
Ouais. La- Puis une villa, ça se déplace pas L'amitié, facilement. Donc, l'amitié, la camaraderie en Russie, c'est fondamental parce que ce sont des groupes de mecs qui sont très fidèles entre eux. C'est les supporters. Ouais, c'est le match. Si vous entendez un klaxon bizarre, c'est parce qu'il y a France-Suisse ce soir. Voilà. C'est la France qui a marqué. Non, c'est à 20h45. Ah bon, merde. Donc tu vois, la camaraderie est très très marquée en Russie. Parce que c'est des groupes de mecs qui ont fait l'école ensemble, qui ont fait l'armée ensemble, donc des groupes, toi, à l'époque communiste, mais, ou des groupes de paysans ensemble, qui vont essayer de prendre chez le voisin, tu vois, ou de se défendre du voisin. Tu vois, si t'as pas un toit ou une protection, t'es mort. Bon, on fait de la sociologie là. Alors, j'avais envie de parler de la prostitution estudiantine qui prolifère, et puis finalement, je trouve qu'on en a déjà pas mal fait sur l'échange sexe contre argent, et j'ai peur qu'on tourne en rond. Elles peuvent pas faire autrement, les pauvres filles. Comment tu veux faire? Moi, je suis contre ça, mais qu'est-ce que tu veux faire dans un monde où les loyers, où c'est 700 € le trou à rats, et où la bouffe, c'est une fortune, parce que je vois toutes les villes d'Europe, c'est cher, tu vois. Un 60 mètres carrés dans le centre de Berlin, très bien placé, c'est 500 €. Tu vois, 4 mètres sous plafond, 3 mètres 50, 4 mètres, dans un immeuble très bien, à côté, pas très loin de la porte de Brandebourg. Bah, le même appartement en France, à Paris par exemple, parce que tout est centralisé en France, malheureusement, dans les campagnes, c'est vide après. Hein. C'est 1500. 56 mètres 4 mètres sous plafond C'est 1000. 2002. Ouais, c'est ça. C'est 2002. Donc on voit déjà. Moi, c'était sans les 4 mètres de plafond, c'était avec 2 mètres de plafond. Comment veux-tu qu'une fille, si elle n'a elle n'a pas papa et maman derrière pour l'aider, s'en sorte? Surtout que les facs sont Paris-Centre, tu vois. Comment tu veux qu'elle fasse? Alors elle a comme solution, alors moi je cautionne pas la prostitution, je suis contre personnellement, mais bon après on n'y peut rien. Ton argument principal, c'est quoi? C'est qu'elle survit la fille. Non, mais pour le fait dans ta position de principe qui est contre. Parce que tu sais qu'il y a eu, c'est un débat, on est un petit peu en retard, c'est un débat qui a 6 mois, 1 an. Les fameux 359 salauds là, ou les je sais plus combien de salauds non, mais qui avaient été en. J'en veux ni aux hommes qui vont voir les putes, ni aux putes. Mais c'est dans l'idéal, c'est mieux qu'une femme soit avec un homme dans un couple stable et élève des enfants, plutôt qu'être obligée de vendre son corps pour manger. Tu vois, c'est mieux qu'elle trouve un homme qui puisse l'aider. Mais après, c'est tellement plus facile quand on est un peu mignonne de pouvoir manger comme ça qu'être à McDonald's, de travailler à McDonald's. Alors encore qu'à McDonald's, j'exagère parce que j'aime pas la bouffe américaine. J'aime pas la bouffe, c'est pas sain si tu veux. Mais je crois que Benjamin il adore ça. non, Benjamin n'aime pas. C'est pas sain, mais il faut reconnaître qu'au sein de McDonald's, c'est pas la caste, c'est les Américains. Donc les Américains, tu montes si tu es valable. C'est des anglo-saxons. Donc c'est des fonds de pension derrière, ça appartient à plein de trucs. Mais si tu rapportes de l'argent, tu vas monter. Tu vois, c'est pas les fils d'eux, faut leur reconnaître ça. Ce sont des prédateurs mondiaux. Mais au sein de McDonald's, tu montes quand même. Et la petite, je sais pas, Laziza ou Nabila ou Mourad, il peut devenir réellement patron, pas patron, mais gérer 1, 2, 3 McDo, tu vois, s'il est bon et performant. Il faut reconnaître ça. Alors que dans un groupe qui appartiendra... Il peut monter jusqu'au plafond de verre. Et à un moment, il atteint le plafond. Et... Après, il atteint le plafond. Il faut une caste. Après, il faut une communauté, il faut une caste et il faut croiser des... Non, c'est pas ça. C'est qu'après, quand tu passes sur la gestion mondiale, ça demande des formations dans de grandes écoles. Tu vois, parce que c'est très dur. Ça demande, c'est encore un autre niveau. Mais la gestion de personnel 1, 2, 3, 4, ça demande quand même du relationnel et ça demande du terrain. Donc le mec, à un certain niveau... Mais si jamais le mec était vraiment doué, il aurait passé le plafond de verre. Il ne l'a pas passé parce que ça demande une énorme formation. Alors, pour revenir à nos rapports hommes-femmes, j'ai envie de t'interroger sur ce que j'appelle la logique. Là, encore une fois, quand on met sa petite casquette de chercheur et qu'on va chercher les études, on tend à nous démontrer qu'à part une toute petite différence de taille, de volume, de quelques pourcents, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 ou 7%, le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme sont évidemment similaires. Dans la réalité, la logique d'une femme, sa capacité d'analyse, de globalisation, de conceptualisation, la façon dont elle réagit au stress, la façon dont elle réagit aux imprévus, etc., n'ont évidemment strictement rien à voir avec ceux d'un homme. Je vous l'explique en séminaire tous les mois depuis près de 8 ans maintenant. J'ai envie justement... Tiens, la réaction au stress, c'est marrant d'en parler. D'avoir ton avis là-dessus. Des cerveaux qui se ressemblent quand on les passe au scanner en 3D, je sais pas quoi, et en pratique, des
cheminements de la pensée qui n'ont strictement rien à voir. Bah Qu'est-ce non. que l'évolution peut nous apprendre là-dessus? Bah, il y a plein de trucs. Tiens, le stress, c'est marrant de parler du stress, de la réaction au stress, la réaction à une agression. Tu vois, quand tu as une réaction à une agression, tu as trois types de réactions. Tu as Passe-moi un couteau que j'agresse voilà, discrètement, Frédéric. t'as celui qui fuit, après c'est pas ta mixte, hein, mais tu as celui qui fuit, celui qui attaque et celui qui reste tétanisé. Alors pourquoi? Celui qui fuit, bah, pour éviter le prédateur, celui qui attaque pour se défendre et celui qui reste tétanisé, c'est pour que le prédateur ne te voit pas. Tu vois, tu bloques, tu fais une tétanisation. Il paraît que Mais si c'est tu es nerveux. marché dessus par un cheval, il faut faire semblant de ne pas le voir. Oui, non, mais la tétanisation, elle n'est pas contrôlée. C'est-à-dire que tu as un stress et la personne, tu sais, la sidération. La sidération, c'est beaucoup moins les hommes, c'est beaucoup plus les femmes. Parce que quand tu as un petit, à l'époque en jungle ou un truc, elle ne peut pas passer à l'attaque, elle n'a pas les moyens physiques. Donc elle a deux solutions. Tétanisation, elle bloque avec son petit, l'autre ne le voit pas, Donc attaque les l'autre. femmes alors, tu m'as dit Les les femmes. hommes. Oui, non, mais je parle des hommes en général. Mais les femmes, en général, fuient ou tétanisent. Les mecs, en général, ils attaquent ou ils fuient. Donc ils restent dans Ils l'action. tétanisent pareil. Ils tétanisent beaucoup moins. Ils restent rarement sidérés comme ça. Mm. Tu vois? Mais c'est hormonal, c'est le cerveau, c'est génétique, c'est hormonal, c'est l'ensemble. C'est des mécanismes de survie. L'homme a les moyens d'attaquer. Tu vois? Il défend, il attaque, il est plus costaud, il est plus balèze. Et les nanas sont souvent sidérées. Tu vois? Donc déjà, mettre des nanas dans la police, à part en commissaire à la rigueur pour gérer, et sur le terrain, ou mettre des... Tu vois, dans l'armée, c'est une bêtise, à part la cuisine. Tu vois? Non mais c'est ça. Ne m'insultez pas par email, c'est pas ma phrase. Non mais c'est plutôt... À part certaines femmes, il y a des femmes qui sont très masculines et qui font... Regarde Merkel. Merkel est très bonne. Tu vois? Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des mais on a des gros groupes, tu vois, là-dedans. Donc on est complètement différents. Même nos perceptions spatiales. Tu vois, et d'ailleurs, c'est une chercheuse canadienne qui l'avait trouvé sur la testostérone. C'est quand tu as quand tu es un homme, tu as une meilleure perception spatiale. On dit les femmes ne savent pas lire les cartes parce qu'elles ont du mal. Elles se perdent souvent, tu vois, en ville, elles ne trouvent pas les endroits et tout, alors qu'un homme, il fait très vite un schéma spatial. Tu vois, dans sa tête, il est visuel, il va se faire un schéma spatial. Bah ça vient de quoi? Bah ça vient que nous, on partait en jungle chercher la bouffe et la femme restait près de l'arbre, tu vois, ou près de la caverne. Donc on a besoin de savoir où on est parti. La chasse. La Et chasse. rentrer à la maison. Des milliers d'années de chasse, où au début, on n'était pas chasseurs, les australopithèques n'étaient pas des chasseurs, ou très peu, ou un petit, mais ils allaient chercher la bouffe de bosquet d'arbres en bosquet d'arbres. Alors que la femelle était obligée, à cause de son bébé, de rester près de l'arbre. Ah, ça c'est mon passage préféré, c'est la bipédie. Bah, c'est la bipédie. La bipédie. Alors Frédéric Delavier nous refait, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, 30 petites secondes sur la bipédie, qui est le moment clé. C'est le moment. La bipédie, c'est le passage à la bipédie totale en savane. C'est-à-dire qu'on était un peu bipède en jungle, en forêt équatoriale, parce qu'on a commencé là-bas, on a balbutié notre bipédie en forêt. Ça s'est passé très vite, hein, parce qu'il n'y a pas de prédateurs en forêt. Il n'y a pas de gros prédateurs. Étant donné que la canopée bouffe toutes les calories, au sol, il n'y a pas assez de... la canopée, c'est le sommet des arbres? C'est le sommet des arbres, voilà. C'est la lutte. Ça, c'est la preuve que je ne suis pas retourné en Guyane depuis longtemps, parce que là-bas, des grands arbres, il y en a plein. Il y en a partout en Guyane. Au sol, au sol, on se déplace facilement en Guyane. Et il y a une partie des calories. Des fourmis comme ça, attends. Ouais, je sais. Si tu te déplaces facilement, il faut quand même faire gaffe. Ouais. Les fourmis de feu, il y a aussi. Des trucs, machin comme ça. Ouais, moi j'ai chopé. Deux lances devant. Bah, attends, j'en ai des cicatrices de Guyane, moi. J'ai pas un trou ici, dans le bras. Si. Ça, c'est un palmier en déchargeant un hélicoptère de l'armée. Je me suis filé un. Dans Expandables. Voilà, comme dans Expandables. On faisait sauter la forêt à la dynamite et après on faisait des DZ. DZ, c'est des trucs pour les hélicoptères de l'armée. Bon. Donc, quand tu es en jungle, c'est pas risqué pour les singes, à part sur les chutes, tu vois, il y a moins de risques. Donc, on commence la bipédie. Et ce que Yves Coppens avait bien remarqué, c'est qu'il y a eu un changement climatique. Et on s'est retrouvé avec des singes, style chimpanzé, mais on n'était pas des chimpanzés. La chimpanzé a un ancêtre commun avec l'homme. Pardon aux créationnistes, hein, mais c'est ça. Donc, on s'est retrouvé avec des singes de taille moyenne, style chimpanzé, en savane. Tu vois, en savane, ils étaient partis, et déjà bipèdes, tu vois, mais qui continuaient à grimper aux arbres. Et là, ça pose un énorme problème, parce que il y a quoi au sol? Il y a des gros prédateurs qui sont spécialisés dans la chasse des gros ruminants et des herbivores. Tu vois, parce qu'il y a pas, donc on a des grosses bêtes qui chassent de grosses proies. Et un petit singe là-dedans, ça va être un 4 heures pour un... En parlant de 4 heures. Voilà, mais c'est pas grave, on peut le faire longtemps.
c'est pas grave. Donc, on va pas bloquer Benjamin. Non. Non, mais c'est intéressant. Donc on se retrouve. Non, mais c'est la clé du comportement des femelles et des mâles, c'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que je te demande. Et personne ne l'a dit. Donc on se retrouve avec des mâles, des petits bipèdes, en forêt, en savane, dans un environnement hostile où ils peuvent se réfugier que dans les arbres. Et ce sont des bosquets d'arbres. Et il n'y a pas assez de bouffe dans les arbres. Donc tu es obligé d'aller chercher la bouffe de bosquet en bosquet, et au passage ramener des œufs, bouffer un peu de petits rongeurs, tout ce que tu veux. Si je peux me permettre, parce que je lis des choses en ce moment aussi, la grosse catégorie d'aliments qui va faire beaucoup de différence, c'est les tubercules en savane qu'il va falloir aller chercher justement plus en plus. Voilà, les tubercules, chercher des trucs de feuillis, du tubercule, aller chercher des bêtes, des œufs, des trucs dans des trous pour les ramener, voilà, du tubercule. En tant que charognard aussi, ils ne peuvent pas être charognards typiques parce qu'ils n'ont pas un estomac assez acide, vu que, comme les mecs disent, ce sont à la base des frugivores feuillivores, un peu carnivores, tu vois. Mais donc ils n'ont pas l'estomac assez acide. Donc ils sont obligés alors ils s'en sont aperçus, tu sais, qu'on casse des noix les singes en forêt, donc ils sont aperçus, c'est une équipe japonaise qui l'a vu très intelligemment, que où il y avait des Australopithèques, ils avaient retrouvé des restes de crânes cassés. On casse avec du caillou et on dégage les cervelles qui n'ont pas pu être dégagées par les autres charognards. Et c'est frais et c'est pas plein de bactéries. Parce que si tu es un singe qui bouffe de la viande avariée, tu meurs. Si tu es une hyène, tu as l'estomac acide, tu détruis toutes les bactéries. Donc on se trouve avec des petits singes qui prennent une niche écologique, donc la cervelle, les tubercules, d'aller de bosquet en bosquet parce qu'il faut se réfugier le soir. Quand il n'y a plus de bouffe autour, on change de bosquet. Et les femelles, les mâles sont debout, comme les femelles, on peut voir à peu près on a un avantage énorme, c'est qu'on voit venir de loin. On a un autre avantage énorme, c'est qu'on a les deux bras libres, donc on peut ramener de la bouffe, on la prend avec nous. Sauf que la femelle non, parce qu'elle a le bambino. Sauf que le grand problème, c'est que les femelles, elles deviennent dépendantes au niveau calorique des mâles quand elles se trouvent en période de nourrissage du bébé, et elles ne peuvent plus se déplacer facilement parce que quand arrive un prédateur, tu cours jusqu'à l'arbre, tu cours pas longtemps, t'es pas un super coureur, tu es un marcheur économique. L'homme est très très économique dans la marche. C'est ça qui nous a sauvés. L'homme est le plus grand. L'homme est un marcheur fabuleux qui ne dépense pas de calories en se déplaçant. C'est une bête économique. Sauf que quand on veut fuir, on n'est pas super efficace, on va fuir 100, 100, 200 mètres, mais quand tu as un bébé dans les bras, tu deviens une proie pour les prédateurs, les hyènes, les panthères, les lions. Et tu y passes à fond la caisse. Donc les femelles qui ont survécu, c'était lesquelles? C'est celles qui restaient près de l'arbre et qui échangeaient au mâle nourriture contre sexualité. Parce que le mâle de ces groupes de singes, il fallait bien qu'il se fasse payer d'une façon ou d'une autre. Il va chercher la bouffe, il en a un peu rien à foutre, il aime bien ses petits, mais il en a un peu rien à foutre, et instinctivement, il veille sur un groupe de femelles, avec son groupe de mecs. Ils baisent entre eux, des femelles, il y a celui qui baise le plus, mais tout le monde derrière... Il y a des belles et des moches. Oui, il y a tout, il y a des fertiles. Chez les animaux, parce que pour nous, ils sont tous pareils. Ah non, ils sont attirés par un cul rouge, donc il y a quand même des... Non, mais... C'est une blague. Non, mais ils sont quand même... À l'époque, mais quand ils sont en direction, vous voyez moins le cul. Donc ils sont quand même attirés par des phéromones, par des comment dire, des structures. Ils sont attirés quand même par c'est très visuel, hein, ça se déplace dans les arbres. Donc ça vérifie où sont les branches, tout ça, c'est des animaux visuels plus qu'olfactifs. Donc tu vois, il y a eu, je vais en jungle, chercher les trucs, et en échange, je donne de la bouffe à la femelle. Elles ont trouvé le subterfuge de échanger bouffe contre sexualité. D'où la valeur très importante chez la femelle du cadeau. Alors on me dit oui, il faut savoir que les femelles chimpanzés, quand on est en jungle, c'est les mâles ne nourrissent pas ou très peu les femelles. Parce que les femelles sont à quatre pattes, elles ont le bébé sur le dos, tu vois, pas dans les bras, elles peuvent vaquer à leurs occupations en jungle et nourrir le bébé. Le mâle veille juste sur le territoire pour empêcher les autres mâles des autres tribus de rentrer. Et quand tu es en jungle, tu as vraiment ce problème-là. C'est un problème, ça a été un problème crucial pour l'espèce humaine qui a été résolu par la répartition des tâches. La femme au foyer, entre guillemets, et l'homme qui ramène la bouffe. Parce qu'on a des petits à croissance lente, qui ont des cerveaux de plus en plus gros, qui se développent, qui sont vulnérables de plus en plus longtemps et qui demandent de plus en plus de soins. Donc la femelle reste à s'en occuper et le mâle va chercher la nourriture parce que le milieu a changé. C'est plus la femelle qui nourrit. Tu vois, parce qu'elle peut pas aller le nourrir. Elle devient une proie. Une femme n'abandonne jamais son bébé. Elle court jusqu'à elle devient une proie.
C'est l'homme qui abandonnerait, moi, tu vois, pas moi, mais en général, l'homme, il va se battre, et puis s'il voit pas, il balance le petit, il part. Là, oh, bah, c'en est un, j'en ferai un autre. La femelle, non, elle l'a porté. C'est une part d'elle. Tu vois, donc c'est le courage de la femme, et c'est le fait de vendre son corps contre la nourriture, mais c'est une bonne cause. C'est-à-dire que les femmes sont des salopes pour le bien de l'humanité. Et les hommes ne pensent qu'au cul, et échangent sexualité, comme on voit dans les restos, je paye mon resto, tu vois, j'offre des fleurs, j'invite la femme en vacances, tu veux aller en vacances, j'étais bon. Mais c'est pour montrer qu'on peut apporter de la calorie et qu'on peut la nourrir. D'où la valeur du cadeau pour la femme. Une femme est rassurée quand on lui fait un cadeau. Ça, c'était le bref mais brillant résumé sur la bipédie. Alors, la question originelle était la différence de cerveau, ou plutôt pas la différence de cerveau, parce qu'ils se ressemblent quand on les scanne, mais la différence de façon de penser. Donc, la pensée spatiale dans l'espace, c'est la chasse. Qu'est-ce que tu donnerais comme explication à l'origine de cette espèce de logique féminine très étrange, où nous, on raisonne, nous les hommes, hein, nous, on raisonne sur du fait, sur du factuel, sur des choses qui existent et qui sont comme elles sont, avec des chiffres, avec des preuves. Et elle raisonne plus sur la réalité telle qu'elle voudrait que ce soit, avec des projections, des anticipations, et sont très peu convaincues par le réel et par les chiffres. Elle visualise moins, j'ai l'impression. Elle pense moins en... Moins de visualisation, mais plus d'anticipation et de... Je dis la chose telle que je voudrais qu'elle soit, au lieu de la regarder telle qu'elle est. Et ce qui empêche beaucoup de discussions et d'analyses d'avancer très loin. Là, je ne suis pas un gros spécialiste là-dessus. Toi, t'es meilleur que moi. Ce que je sais, c'est que le corps calleux entre les deux hémisphères est différent entre le cerveau des hommes et des femmes. Donc la communication, en fait, c'est pas le même type de neurones. Et le langage, chez l'homme, c'est quand tu regardes les zones activées, c'est sur une zone spécifique, et la femme, c'est complètement réparti en fait. Et alors chez les singes, c'est aussi le langage. Alors ils sont aperçus aussi parce que le langage, il est sur l'aire de Broca, il est latéralisé à droite. Droite, c'est la main qui fait tout, tu vois. Donc il est latéral, et je crois qu'il est latéralisé. Attends. C'est l'inverse. Donc il est latéralisé. Le langage est latéralisé à gauche. C'est-à-dire que c'est la main droite, le langage est à gauche. Alors ça, c'est pour des raisons très, 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 très simples. C'est qu'au début, tu parlais moins, donc tu indiquais des gestes. C'est-à-dire que, tu vois, le futur, tu sais, la vidéo que j'avais faite, c'est l'homme, le langage. Alors, si tu veux, on vient, c'est ce qui a rapproché l'homme de Dieu, ce qui fait que l'homme est un animal, que l'homme n'est plus un animal. L'homme, c'est l'homme, tu vois. C'est sa conscience du passé, du présent, du futur. C'est sa conscience. L'animal, il a la conscience du passé, du présent, il a des souvenirs, il pense des fois le futur, mais il le pense visuellement, il ne le pense pas avec des mots. Alors que l'homme, il a trouvé ce subterfuge, c'est indirectement grâce à la libération des bras. Quand tu es bipède, tu as deux bras qui pendent. Et tu ne te déplaces plus comme tu es un singe en 3 dimensions, tu te déplaces en 2 dimensions, et tu te déplaces sur l'axe du temps. Ça veut dire, je vais, je viens. Je viens. Entre terrain. Voilà, dans le terrain, pour faire tu vois, je fais une hyperfocalisation, une FOVA hyper avec plein de cellules dessus. Donc, je vais, tu vois, donc j'indique le passé, je viens. Quand tu es avec un groupe de singes, quand tu vois un danger, tu fais Tu comprends? J'imagine. Avec le bras droit. Non, mais un groupe de singes bipèdes ou les premiers hommes. Avec le bras droit. Avec le bras droit, tu vois, parce que l'autre, il a un outil, ou l'autre, il porte un truc. Il y a une comment dire, une séparation des tâches, comme entre l'homme et la femme, une séparation gauche-droite. Et tu fais, et tu montes devant, tu fais et tu fais, c'est le futur. Alors tu fais c'est-à-dire je suis en colère. Ça s'appelle les langages primitifs. Alors au début, ils sont gestuels, parce qu'il faut d'abord avoir une visualisation pour mettre des mots, tu vois. Et après, avec l'évolution, tu fais c'est-à-dire, je sais pas, tu as vu un autre singe, et après, tu n'as plus qu'à faire, tu enlèves le geste et tu fais et à ce moment-là, tu as passé, j'ai vu un singe, tu vois, le mot, tu enlèves le geste. D'abord, tu indiques des directions présent, passé, avec un son sur le geste, et après, tu n'as même plus besoin d'avoir le geste, tu n'as plus que le son qui symbolise le geste. Et le langage, c'est ça, c'est-à-dire que le vrai langage complexe, et en plus, ça permet de. Tu mets des sons qui représentent des sensations, des actions, des trucs, tu vois. Donc c'est pour ça que l'homme a pu avoir ce langage complexe pouvant, donc il pouvait parler du passé grâce à la libération des bras, tu vois. Il a eu le verbe. Le verbe, c'est grâce à la libération des bras qui indique la flèche du temps. Et après, tu enlèves les bras. Et c'est ça qui nous a donné le truc qui nous a fait monter, entre guillemets, au niveau divin, tu vois. C'est de pouvoir organiser des actions futures par la parole,
Tu vois, alors que le singe, il est dans les sensations. Coco la gorille, elle dit je suis malheureux. Elle dit malheureux, malheureux, manger, gentil. Elle dit pas hier malheureux. Tu vois. Moi, je dis hier, je suis allé voir ma mère, je lui ai apporté des fleurs. Elle ne peut pas dire hier. Elle est gênée. Elle peut dire gentil, bébé, méchant, faim, soif. Elle a une quantité de noms, mais elle est scotchée dans le présent. Bien qu'elle y pense. Et grâce au verbe, donc d'où la latéralité. Mais là, il n'y a pas de différence homme-femme. Là. Alors là, il y a quand même une différence homme-femme, plus marquée parce que les femmes sont quand même un peu plus, parce que c'est l'homme qui part sur le terrain et qui indique les directions à la chasse. Tu vois ? Donc l'homme, il aura tendance à être plus latéralisé. Alors que la femme, c'est un animal social qui reste près de la caverne. Donc c'est du blablabla, blablabla, et elle parle. Elle parle pas pour résoudre des solutions. Elle parle. Très intéressant. Je t'attends en tournant. Voilà, elle parle pour établir un lien social. Tu vois. D'ailleurs, la communication chez est une hiérarchie entre femelles. On va céder. Donc c'est celle. D'où la femme, c'est celle. Tu sais, les femmes, elles sont dans le commérage. D'où la. Excusez-moi les filles. On s'excuse, on est complètement désolé. Donc la femme, elle parle pour parler, établir un lien social pour que tout se passe bien, donc hiérarchiser la vie près de l'arbre. Tu vois, donc c'est comment on hiérarchise. On hiérarchise en salissant comme les poules. Tu sais, les poules, elles tapent pour hiérarchiser, c'est celle qui tape le plus sur la tête de l'autre. Alors il y a celle qui est la chef qui tape en haut sur la tête de toutes. Après il y a la subalterne qui tape sur celles qui sont en dessous. Et puis tu arrives en bas chez les coqs et les poules. Tu arrives à celle qui est complètement déplumée, c'est celle qui est plus en bas de l'échelle. Chez les femmes, c'est pareil. Tu sais comment t'endors une poule? Je sais pas, non. C'est pas une blague. Hein. Non. Mon père avait des poules, il m'a pas appris grand chose, mais il m'a appris ça, c'est que tu lui masques les yeux, elle croit que c'est la nuit, et tu la berces. Et elle dort. En pleine journée. Bah ouais, c'est marrant. Hein. Oui, je crois qu'ils doivent faire ça dans les élevages, les trucs, ils doivent couper. Non, eux, ils laissent la lumière pour laisser pondre tout le temps. Donc, les femmes, elles se salissent toutes, elles sont toutes en commérage, elle n'est pas bien, celle-là, elle a pris mes habits, elles sont toutes en train de se chier dessus. C'est pas méchant, c'est pour établir un lien social et une hiérarchie sociale pour stabiliser le groupe, tu vois. Quand il y a le chef, le sous-chef, le truc, le machin, ça se passe, elles se tapent pas dessus, elles n'ont pas les moyens, tu vois. Ou elles se salissent. Et plus elles se salissent, tu établis une hiérarchie sociale et tu stabilises le groupe de femmes. La plus salie étant en bas, évidemment. La plus salie étant en bas. Et la moins souvent salie étant en haut. Et la moins souvent salie étant aidée par les autres. Tu vois, on aide plus, donc elle a plus de chances de mieux aider ses enfants. Donc c'est quand même une hiérarchie sociale. Donc c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus dans la communication. Et je me suis discuté avec un copain péruvien. Et c'est aussi sans doute pour ça que l'amitié féminine survit à plein de coups bas et de saloperies, auxquels en général l'amitié masculine ne survit pas. Parce que je te fais 2 coups de pute, je te vois plus jamais. Les hommes, ils ont intérêt d'être super solidaires entre eux, parce que quand tu es confronté à un super prédateur, si tu n'es pas solidaire, si tu n'es pas 3 mecs à balancer un caillou, s'il y en a 2 qui se barrent et tu es le seul à rester avec le caillou, tu passes dans l'estomac du lion. Tu vois. Donc quand tu pars à la chasse, tu as intérêt d'avoir une super solidarité, d'où la valeur de la camaraderie et de la non-trahison chez l'homme, bien qu'on la retrouve quand même. Hein. Mais la camaraderie, la bravoure chez l'homme, c'est très 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 important. Tu vois, c'est les valeurs, quoi. Les valeurs, la morale. Parce que il faut pas abandonner, parce que quand tu es en groupe, tu n'abandonnes pas ton ami. Donc il y a une espèce de camaraderie, tu peux pas mentir, pas salir. Et puis d'un autre côté, si tu commences à avoir tu es obligé d'avoir de la camaraderie, parce que les hommes le savent, un affrontement entre 2 mâles, c'est tout le temps risqué. Même si tu gagnes, tu peux être handicapé à vie. Donc l'homme va éviter de s'affronter violemment et d'insulter le voisin, parce qu'il sait très bien que s'il insulte, l'autre peut-être va passer au cou. Même s'il gagne, il peut perdre un œil, se fracturer la main, et il devient une victime, et après il perd son potentiel du prochain. Du prochain. C'est pour ça qu'on voit actuellement, il y a les joutes sportives, les matchs de boxe, tout ça, et c'est très réglementé, avec des règles particulières, comme les combats de chevalerie. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas rendre les gens qui s'affrontent infirmes pour pouvoir les conserver en bonne santé pour une chasse, ou éventuellement pour se protéger d'un autre groupe prédateur d'hommes. Donc c'est pour ça qu'il y a des règlements, tu vois. C'est pour ça qu'on dit il faut se battre de face, il l'a tapé au sol. Non, ça c'est valable au sein d'une communauté. C'est-à-dire qu'on tape avec un règlement, un mec qu'on n'aime pas, tu comprends, pour pas l'handicaper, parce que plus tard on aura peut-être besoin de lui pour affronter un autre groupe d'hommes, et c'est vrai qu'il vient, eux, te prendre tes denrées ou prendre tes femmes. Là, c'est la guerre. Là, la guerre, on fait tout. On tue, on coupe la tête, on coupe les couilles, on est dans la bouche, on s'en fout. Ça, c'est la guerre. On met des bombes. Mais entre hommes, on réglemente. Tu vois, on fait les règlements sportifs, les règlements des jeux de chevaliers. On s'affronte d'une telle façon. Tu vois, on codifie.
Ce qui donc, je réfléchis en même temps que tu parles, pour expliquer que dans les disputes hommes-femmes, je parle des disputes évidemment verbales, je ne parle pas des autres, qui ne devraient pas exister d'ailleurs, on ne tape pas une femme, et jamais. Dans les disputes verbales, en général, l'homme perd parce qu'il s'astreint à respecter quand même des règles de la logique et un petit peu d'honneur, à pas mettre de coups bas, et il est extrêmement surpris de voir que la femme avec qui il débat, avec qui il se dispute, elle va enfreindre les règles. Oui, parce que elle utiliser un argument ouais. dont on avait promis qu'on l'utiliserait plus ou... Parce que la femme passe pas au coup. Elle s'en fout. Elle n'a pas la peur du coup, puisqu'elle sait qu'elle y passera pas entre femmes. Donc elle insulte. L'homme instinctivement, il va pas jusqu'à des attaques basses aussi minables qu'on peut entendre chez les femmes, parce qu'il sait tout le temps qu'il peut prendre une pêche dans la gueule. La pêche dans la gueule, ça refroidit quand même, tu vois. Le combat, ça fait mal. La femme, elle sait pas qu'il y a le combat possible. Donc des fois, elle pousse l'homme à bout. Et le problème, c'est que l'homme poussé à bout, il tape. Il est con, il tape. Tu vois, donc les problèmes entre hommes et femmes. Tu vois, souvent dans les couples, il m'a frappé, le lâche, tout ça. Il faut savoir que les hommes, passé un certain moment, ils passent à l'action. Tu vois, c'est en général. Dans le programme génétique. Après, t'as le con qui passe à l'action tout de suite. Après, t'as le con qui passe à l'action, qu'on condamne. Il mérite. De toute façon, on peut pas garder des mecs agressifs. Et il faut les isoler de la société quelque temps. Et s'ils comprennent pas, de toute façon, il faut pas qu'ils passent leur gêne. Pas d'eugénisme, directement, c'est ça. Un autre truc sur lequel je voulais rebondir là, sur le cerveau des femmes, j'avais parlé de mon copain, j'ai un copain qui est linguiste, qui parle 17 langues, il a 25 ans, le mec, il parle 17 langues, c'est un des plus grands polyglottes, des meilleurs polyglottes au monde. T'as lu de la pub, il s'appelle comment ton pote? C'est Louis, salut Louis, il est gentil, je passe des heures au téléphone avec lui. Et il me disait qu'il s'était aperçu qu'il y avait chez les polyglottes, il y avait beaucoup d'homosexuels. Et alors je m'en étais... Alors moi, c'est une théorie, il faudra que les mecs vérifient encore, mais je me suis demandé si c'était pas dû justement si c'était pas hormonal, si c'était des hommes qui avaient un certain taux de testostérone bas ou un taux d'hormones femelles, tu vois, important, et ça facilitait pas justement cette possibilité d'apprendre des langues. Et je crois qu'au niveau les femmes ont plus de facilité que l'homme classique à apprendre des langues. Tu vois, à vérifier, j'ai pas à vérifier. Faut vérifier, tu vois, subjectivement, j'en serais pas surpris. Voilà. Tu vois. Et alors, faut vérifier. Mais alors là, à mon avis, c'est le fait de passer d'un groupe social à l'autre. Quand les femmes, comme les groupes sociaux passent, tu vois, c'est la femme qui doit s'intégrer dans un groupe social et parler la langue. Donc elles ont plus de facilité à parler, à communiquer des langues étrangères, tu vois, à changer de langue étrangère, tu vois. J'aurais tendance à dire subjectivement que je les dis pas femmes très bien, vont être vont se plonger plus facilement dans l'immersion d'une langue, mais jusqu'à un certain point technique, voilà. Du strict nécessaire voilà. pour communiquer, et au-delà, on passe dans l'ordre du plaisir du perfectionnement, et là ça disparaît un peu. Voilà. Quand on parle, le plaisir de l'esthète qui va savoir parler au passé, de connaître toutes les variations, voilà. et au conditionnel antérieur et au conditionnel futur. Là, c'est le technicien masculin. Là, il n'y a plus personne. Non, c'est le technicien, c'est l'homme. Voilà. C'est l'homme. L'homme, c'est celui qui fait les outils. L'homme, c'est celui qui approfondit. L'homme, c'est celui qui bâtit le monde autour de la femelle. La femelle est en sensation, en ressenti et en protection, en instinct. Elle est dans le présent. Elle est dans le présent pour lui. Et l'homme, il est dans la projection du futur. Il est dans... Je calcule ce que je vais faire parce que je me jette dans le monde pour aller chercher la bouffe. Il est obligé de calculer. Alors que la femme, elle est nourrie, logée à la base, et c'est elle qui gère le foyer. Tu vois. Donc elle n'est pas dans la projection future technique. L'homme, il va penser en calcul. Les grands calculateurs sont des hommes. On calcule. Tu vois. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Voilà. Je suis obligé de te dire oui, c'est une réalité. Les femmes, non. Tu vois. Sauf certaines. Je pense qu'Angela Merkel est bonne. Je pense que Thatcher n'était pas une mauvaise dans ce domaine. Angela Merkel, c'est un homme. C'est un corps de femme avec une dose de... Moi, alors, je vais... Puisque toi, tout à l'heure, tu as fait il y a eu ton point d'orgue sur la bipédie, qui est une de tes thèses phares, en plus que je trouve absolument admirable. Donc, je t'ai donné l'occasion, encore une fois, de réexpliquer à nos quelques dizaines de milliers, j'espère, de spectateurs. Moi, une de mes thèses phares, c'est d'ailleurs emprunté en partie à Otto Weininger, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand vous commencez une phrase par les hommes ou par les femmes, toujours quelqu'un vous arrête avant même que vous ayez le temps de la finir en vous disant « Non, je connais quelqu'un qui… » T'as toujours l'exception qui empêche de penser. Pour dépasser ce problème du « moi, je connais quelqu'un qui », ça consiste à raisonner en concept de H et F. H étant
le concept d'homme pur, F étant le concept de femme pure. Et donc, comme on passe au niveau des idées, c'est-à-dire que H pur, ça n'existe pas. H pur, c'est une espèce d'énorme gorille ultra violent, ultra baiser, etc. F pur, c'est l'essence de la féminité. Donc, ce sont des caractères types, des prototypes qui n'existent pas, mais on a effectivement dans chaque femme une majorité de F et un petit peu de H. On a dans chaque homme, Frédéric par exemple a beaucoup de H, mais il a un petit peu de F. Non, j'ai beaucoup de F, moi. Mais il a beaucoup de F, et ce qui permet de faire des généralités vraies, en disant par exemple F pur, blablabla, F pur a du mal avec la logique, la spatialisation, l'enchaînement des idées, H pur met une claque quand il s'énerve. Donc d'enlever le côté oui mais moi mon cousin machin il n'est pas comme ça, on s'en fout. Et 2, d'appréhender l'infinie palette de nuances entre les individus par rapport à leur propre caractère, hommes et femmes. Par exemple, il n'est pas impossible de penser qu'une fille à la fois relativement féminine, mais avec un très gros côté entrepreneur, un très gros côté business et un très gros côté combattant dans sa carrière professionnelle, a beaucoup de H. Ouais. Voilà, donc Frédéric, c'est la bipédie, moi, c'est les différents hommes-femmes appréhendés à travers cette espèce de prisme. H pur, F pur, ce ne sont pas des individus. Aucun homme sur Terre n'est H pur. C'est l'extrême de l'extrême de l'extrême de l'homme le plus bourrin possible. Aucune femme sur Terre n'est F pur, mais ça permet de discuter, de dire des réalités sur H et F, et après chacun de nous en a plus ou moins. Et l'homo a plus de son autre. Voilà. L'homo homme, il a plus de F. Et quand tu connais l'autre comme ça, tu lui pardonnes. Tu vois, il faut être dans le pardon, c'est-à-dire il est comme ça, mais non, mais comprends, il est comme ça à cause de ça, tu vois. Il porte ses conditions de vie, le lieu où il a grandi. Le lieu où il a grandi. Tu sais, moi, comme je dis tout le temps, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée. Donc nous sommes les angoisses, les appréhensions, les joies de notre lignée. Plus nous sommes notre éducation, tu vois. Et là-dedans, tu penses qu'on porte bien sûr, on porte les angoisses. Tu sais, moi je dis tout le temps l'Européen est un fin calculateur. L'Européen est un angoissé. Pourquoi ? Parce qu'il a affronté l'hiver. Donc on porte les angoisses on est des angoissés. La nature a sélectionné, par exemple, pour l'Européen, les hommes les plus angoissés. Pourquoi ? Parce que celui qui n'avait pas d'angoisse, il prévoyait pas l'hiver, il stockait pas, il mettait pas de côté, tu vois. L'Européen, c'est un calculateur qui est obligé de calculer pour se protéger du froid, qui est angoissé parce qu'il va subir. Il a un pays très riche, mais pendant 3 à 4 mois, 5 mois, il va se payer la mort de la nature. S'il ne se paye pas la mort de la nature, s'il n'angoisse pas, il est mort. Donc il va mettre de côté, il va se mettre un toit en prévision de la mauvaise saison. Et à la base, l'homme, c'est un animal tropical. Tu vois, on a été très longtemps en Afrique. Et les Africains, ils n'ont pas pas tous, hein, c'est comme on dit homme-femme, cette angoisse et cette perception du futur. L'Africain, il se met à deux dans la forêt avec je cite, hein, il se met à deux dans la forêt avec sa bouteille de crack et il plane. Avec son balafon et puis sa plante hallucinogène. T'as vu, je cite bien. Et l'Européen, il faut qu'il se réunisse à 50 000 sur une place et qu'il écoute du Wagner. Et voilà, et là, il monte en transe, il fait qu'un avec la nature, tu vois. J'ai étudié mon sujet, vous voyez, j'ai préparé mon interview, je me suis intéressé. Et ça c'est l'hiver, c'est l'angoisse de l'hiver. Donc ça fait des gens qui sont calculateurs, tu vois. Ça fait des gens qui se projettent dans le futur, mais par angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse qui bousille les Européens, Psychologie Magazine, antidépresseurs, les mecs, ils sont tous angoissés, tu les regardes, hein. Ils ont tous des angoisses d'avenir, des angoisses professionnelles, des angoisses. L'Africain, il l'a pas. L'Africain, son combat, l'Africain tropical, pas le pas celui qui a pris le bateau comme nous il y a 200 ans, c'est encore autre chose. En plus, toi, t'es métissé, tu vois, donc tu prends le... Moi, j'ai le stress. Merci papa, merci maman. Moi, j'ai le stress de maman et le mal de mère de papa, quoi. Ouais, mais ça se trouve, t'as la réactivité de l'Africain, c'est-à-dire que t'as hérité de la façon d'être dans le présent tout de suite, pouvoir réagir très vite, tu vois, parce que quand t'es pas projeté dans le futur, t'es à 100% dans le présent. Donc sur un match de boxe, c'est pour ça qu'on les voit, les mecs très forts sur un match de boxe, le mec, il veut te faire un sale coup, boum, tu as tout de suite vu avant qu'il démarre, t'as tout chopé. Et tu peux lui foutre, non pas toi, mais le black, tu peux lui foutre directement le truc dans la gueule. C'est Saint-Pierre, lui qui combat, qui est très fort aussi, mais lui qui combat en faisant des plans de combat, tu vois. Et tu trouves pareil sur les équipes africaines, tu as bien vu, là c'est le Cameroun qui a perdu. On dirait le Cameroun, ils ont aucun plan, ils ont rien, ils jouent en individu. Bah oui, c'est un Africain souvent. Alors tous les Africains sont pas comme ça. Bien sûr, c'est pour ça, c'est l'intérêt de parler en concept. On parle en concept. Après on dit t'es raciste, tous les Africains sont pas comme ça. D'ailleurs, c'est même pas un défaut, c'est une adaptation. C'est l'essence de l'Afrique. C'est l'essence de l'Afrique, tu vois. C'est la réactivité au moment. C'est-à-dire que je suis dans le moment et je réagis tout de suite. Le jazzman,
Tu vois, le boxeur qui, direct, on le met dans une situation, il réagit tout de suite. Cerveau animal, quoi. Voilà, que le blanc, il arrive, il se fait, direct défoncer. Le temps qu'il s'adapte, par contre, les mecs, ils ont vu comment il s'était fait. Ils ont fait un calcul, maintenant, on va faire ça, et la prochaine fois qu'on fait, on va lui faire croire que... Rocky 3. Voilà, Rocky 3, et on inique sa race. Rocky 3, voilà. Mr. T, voilà. Qui gagne le premier et qui parle le deuxième. Voilà, c'est le Russe qui envoie ces pauvres petits gars des campagnes devant pour voir où les mecs vont tirer dessus, et quand ils auront vérifié où les mecs vont tirer dessus, ils envoient les canons qui étaient placés derrière en douce, et avec les satellites en haut. Tu vois, c'est de la projection future que l'Européen a, parce qu'il a été obligé par angoisse de se projeter dans le futur. Et l'Européen, il est en plus alcoolique, angoissé, tu vois, comme je disais, là, le black, alors dire pas tous les blacks, ok. Le concept. Il se drogue pour jouir. Parce que demain, il peut être mort, il sait très bien. Je dis à 16 ans, au Libéria, le mec, il connaît la psychologie. Il n'a pas besoin d'avoir, un bac philo ou d'étudier les penseurs pour savoir ce que c'est que l'essence de l'homme, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que la souffrance, il la connaît déjà. Il a vécu la mort de sa maman, la mort de son frère, il a vécu la naissance de ses petits frères, il a été dans la vie. Alors que notre petit, je sais pas, Tanguy, à 30 ans, il est encore suivi, il n'a rien vécu de la vie, il a été couvé par ses parents. Il est obligé de lire les grands penseurs pour connaître un peu la psychologie humaine. Tu vois, ça fait des différences. Les blacks sont souvent ils connaissent la vie, ils connaissent la psychologie. Par contre, dans la projection de calcul, ils sont pas bons. Tu vois. Alors on dit c'est culturel. Je dis mais la culture, elle est fonction du climat aussi. Tu vois, c'est un ensemble. Et c'est pour ça que les Européens, on part sur un autre domaine, sont des enculés on va dire entre guillemets, mais il faut les comprendre, de fils de pute, qui vont par calcul, piller toute la planète. Tu vois, je viens, je file ça, je file des perles au bon sauvage. Il est content, et par derrière, je lui pique tout. Tu vois, je fais des ONG et j'aide les mecs. Je lui fais un puits, j'envoie les filles de bourgeois comme infirmières et qui ont l'impression de faire d'aider le monde. Et par derrière, j'ai une grosse multinationale qui vient lui ratiboiser tous ses bananiers et tout son sous-sol. Tu vois, c'est l'Européen, c'est du calcul. Mais il ne faut pas lui en vouloir non plus. Et parfois, quand l'Européen essaie d'aider l'Africain sincèrement, parce qu'évidemment il y en a, on n'est pas en train de faire une dichotomie, et quand il ne tient pas compte de la culture, il se plante. Et j'ai une copine l'été dernier qui a fait une thèse sur le sujet en anthropologie, je sais pas quoi, et qui m'expliquait qu'on est parti construire des puits dans les villages africains, donc noble intention, sauf que 6 mois après, les puits ils étaient remplis de pierres. Pourquoi ? Parce qu'on a construit les puits, où ça ? Au milieu du village. Sauf qu'en fait, dans les villages africains en question, culturellement, c'est la femme qui va au puits chercher l'eau, et la femme, elle veut parler au puits sans que les hommes entendent. Le puits, c'est le moment où ça s'échange des commérages, etc. Et au centre du village, c'est impossible. Donc il fallait faire les puits loin. Ah, d'accord. Et ça, l'Européen ne pouvait pas le comprendre. Ah, même la structure sociale des Africains est différente. Ouais. Donc un exemple parmi d'autres, en même temps c'est le seul que je connais, donc je place ce que je sais, mais un exemple parmi d'autres d'aide à l'Afrique, sincère à la base, sans prendre en compte la mentalité de l'Africain. Voilà. Tu vois, et à construire des puits là où l'Européen aurait mis son puits, donc en plein milieu. Sauf qu'en Afrique, c'est pas la même chose. Tiens, c'est pareil, on va revenir sur la drague. Les Africains qui... pas mal, comme ça fait une conclusion. Tu sais, les Africains qui viennent en France, qui draguent et tout, machin, on dit, ouais, ils baisent beaucoup, l'Africain est un baiseur, il pense... Oui, il est beaucoup plus fertile que l'Européen, parce qu'il n'y a pas de saison, il n'y a pas d'hiver, tu vois. Donc il est obligé de baiser déjà en permanence. En plus, tu as une lutte contre t'as des bactéries partout. C'est très riche l'Afrique équatoriale. Donc si tu fais pas beaucoup d'enfants, tu vois, à cause des bactéries, à cause de ça, bah, tu en as la moitié qui meurt, tu vois. Et si tu en fais 2, tu te reproduis pas, tu n'es plus qu'à 1. Donc il n'y a plus d'Africains. Donc tu es obligé d'en faire 7 pour en avoir 3 qui survivent, tu vois. Donc c'est pour ça que l'Africain, il est dans le sud, on est fertile plus tôt. Tu vois, les femmes sont fertiles à 14, 15 ans. Donc, c'est pas de la pédophilie quand un monsieur va avec une jeune femme de 14 ans. Tu vois, en Afrique. Alors on dit, non, mais attendez les mecs, on est en Afrique. C'est autre chose. Tu vois, c'est encore autre chose. Et ça commence tôt parce que à la base, il y avait beaucoup de bactéries. On meurt plus facilement en Afrique. Donc, tu as intérêt de mettre le maximum de chances de ton côté et de faire le maximum d'enfants pour pouvoir continuer la vie. On n'est pas en Europe où il y a une mort de l'hiver, où il faut on assure 3, donc on en fait 2, 3, 3,5, tu vois, j'exagère, on en fait 3,5 pour être sûr d'en avoir 2,5 et de progresser, tu vois.
parce on a moins de bactéries, mais on a la mort de la nature, tu vois. Donc on n'a pas besoin d'en faire autant, mais il faut sécuriser nos petits. On est dans un autre concept pour la reproduction. Donc c'est pour ça que l'Africain, lui, il baise. C'est l'Antillais qui a 3 femmes, 9 enfants, tu sais, qui arrive dans un milieu où il y a non, mais c'est encore, parce que c'est les Africains, les Antillais, c'est les Africains de... Oui, je suis au courant. Ouais, je les connais, tu vois, c'est comme on dit, l'Antillais, lui, il se pose pas la question, il fait des enfants, tant mieux, il les aime, mais il faudrait qu'ils soient dans un contexte comme européen. On dit ouais, mais il y a les allocs, Je suis en train de couper la chic à Frédéric Delavier parce que c'est très intéressant. Nous sommes partis des boîtes de nuit occidentales et nous avons fini entre l'Afrique et les Antilles. C'est pour ça que j'engueulais moi les mecs qui disent ouais, c'est des cons, parce que moi je vois les blancs, le petit blanc blancos qui est là, ouais, c'est pas bien, regarde, eux ils font plein d'enfants, ils savent même pas les entretenir. Je dis oui, mais ils viennent pas du même milieu que toi. Et attention, l'Africain il arrive en France, il est appelé pour bosser. La première génération, elle fait 10 enfants. La seconde, elle en fait 5. La troisième, elle est comme tout le monde. Elle voit qu'elle va être obligée de payer, que c'est la merde, qu'elle ne peut pas les nourrir, qu'elle ne peut pas sortir. 3. Elle en fait 1,5. Tu vois ? Et tu vois maintenant les Africains de troisième génération, bah, ils sont comme tout le monde, ils font 1,5. C'est les mecs, c'est les primo-arrivants qui en font 9. Ils sont encore en Afrique, les mecs. Ils n'ont pas compris. Pour eux, c'est bien. Mais ils ont vite fait d'apprendre. Mais le problème, c'est que ça fait 3 générations. Merci Frédéric Delavier pour cette petite vidéo sur le physique, la beauté, les femmes disponibles, les hommes disponibles, l'échange, sexe, ressources, la logique des hommes, la logique des femmes. Petite couche d'homosexualité latente à la fin, mais on doit rendre les studios, à vous Cognac G comme on dit. Donc c'était Stéphane de spikeséduction.com et masculinsingulier.com et vaincrelatimidité.fr et bientôt je sais pas quoi. C'était Frédéric Delavier, auteur du guide des mouvements de musculation pour le fight, guide des compléments alimentaires, des boosters sexuels pour se marier. Ça a marché ? Non, il n'a pas été bien diffusé, il est resté quasiment à la cave, mais il était bien. On décline. Non, voilà. Le problème, c'est qu'ils ont mis des mauvais titres. Les gens, ils aiment bien quand on dénonce des choses. Et nous, on est gentils. En vérité, nos livres sont vraiment acides. C'est-à-dire qu'on met les compléments alimentaires, on dit ça c'est une merde, ça c'est une merde, ça c'est vrai, les études ont montré, ça c'est vrai. Et malheureusement, 90% des compléments alimentaires, ça ne marche pas ou peu. Retrouvez Frédéric sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook. D'ailleurs, fais gaffe, t'en as 2, hein. Je sais pas si t'es au courant. Ouais, j'en ai 2. Ok, bon. C'est toi les 2. T'as pas un copieur ? Non, j'ai officiel. Ouais. Et puis j'ai ma page Facebook où je discute avec les mecs. D'accord. Là, j'ai des cons qui viennent des fois. Mais la plupart du temps, c'est des gens sympas de partout. Mais j'ai dégage. Et sur l'autre, c'est une officielle. Donc je mets que le dessin, que l'art, que les trucs un peu techniques. Je mets que du technique. Et quelques réflexions philosophiques. Et on va finir, comme toutes les vidéos de Frédéric Delavier, par le petit pouce levé. Donc, amis internautes, amis du net, à bientôt.